Donc bienvenue ce soir à l'Espace Mendes France qui nous accueille. Juste avant de démarrer, voilà, je voulais vous reparler de l'affiche qui était sur la droite. Mouvement, le corps en action, qui est encore en exposition. Voilà, vous avez vu les dates jusqu'au mois de mars 2025. Donc n'hésitez pas à passer la voir. Il y a plein d'ateliers ludiques et d'informations sur le sujet du mouvement. Donc ce soir, nous, ce qui nous rassemble, c'est cette conférence, cette table ronde autour du sport au féminin. Donc ce qui est sympa, c'est que dans le public, il y a des hommes, des femmes. C'est un sujet qui rassemble tout le monde et qui intéresse tout le monde. Du coup, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Du coup, qu'en est-il aujourd'hui du sport au féminin ? Donc là, on sort des Jeux olympiques et paralympiques, qui furent du coup les premiers Jeux paritaires avec une participation de 50% d'hommes et de femmes. C'était une volonté et ça s'est mis en place. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais malheureusement, ça ne représente pas toute la pratique en France, même dans beaucoup d'autres pays. En France, aujourd'hui, il y a 61,5% des licenciés qui sont masculins. Et donc, du coup, seulement 38,5% des licences féminines, toutes âges confondus. Donc, ça, il y a encore un petit écart. Mais du coup, on va essayer de réfléchir à quels sont les freins à cette pratique sportive féminine, s'il y a des causes culturelles, traditionnelles. Est-ce que certaines disciplines ou certaines activités sont plus ou moins pratiquées par les femmes ? Quelles politiques, quels moyens sont mis en place aussi pour ce développement ? Et aussi peut-être se dire, est-ce que ça se passe de la même façon dans d'autres pays ? Ça, c'est plein de questions, donc on ne pourra pas répondre à tout. Mais pour commencer, du coup, on va partir sur un axe plutôt parlant de la santé, avec la pratique du sport au féminin. Donc je vais demander, si vous voulez bien, qu'on accueille donc, Nathalie Delpech et Karina Enea, du coup maîtresse, si ça se dit bien, en conférence à la faculté des sciences du sport pour le laboratoire MOVE. Je vais vous laisser vous présenter, mesdames, et puis je vais vous laisser il y a trop de place. Donc, bonsoir à tous. Nathalie Delpech, donc maître de conférence au sein du laboratoire MOVE, donc de la faculté des sciences du sport de Poitiers. Et je travaille avec Karina sur un projet de recherche sur une thématique qui s'intéresse à l'activité physique des femmes, donc Women in Motion, nous l'avons appelé comme cela. Donc Karina Enea, maître de conférence aussi en physiologie de l'exercice à la faculté des sciences du sport de Poitiers. Et donc oui, on va vous parler ce soir du programme Women in Motion qu'on mène au sein de la faculté et qui vise à mieux comprendre en fait les adaptations cardiovasculaires de la femme lors de l'exercice physique et surtout à optimiser en fait l'exercice physique pour les femmes. Et vous le verrez donc avec la présentation de Nathalie. Au cours de la vie d'une femme, eh bien, il y a des variations hormonales qui ont un impact sur sa santé cardiovasculaire et vous allez voir comment l'activité physique peut préserver la santé cardiovasculaire des femmes. Donc, pardon ? Oui, ça sera mieux, je crois. Excusez-moi. Donc, je vais vous parler, comme nous venons de le dire, donc, du rôle de l'activité physique sur la santé cardiovasculaire des femmes. Vous noterez que je parle d'activité physique et pas de sport. L'activité physique, c'est plus large que le sport. Le sport, c'est une pratique codifiée avec des règles. L'activité physique, c'est du jardinage, c'est aller marcher en forêt, simplement sans les règles du sport. Donc, le rôle de l'activité physique dans la santé cardiovasculaire. Alors, pourquoi la santé cardiovasculaire des femmes ? Eh bien, contrairement aux idées reçues, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité des femmes, puisque dans le monde, une femme sur 3 décède de pathologies cardiovasculaires. Et en Europe, nous avons 49%
60% des décès des femmes qui sont liés aux maladies cardiovasculaires et seulement 40% des décès chez les hommes. Seulement entre guillemets, bien sûr. Alors, pourquoi cette différence? Si on s'intéresse à un facteur qui est important et qui est un paramètre qui est le reflet de la santé cardiovasculaire, c'est la pression artérielle. Et si on regarde comment évolue la pression artérielle, que l'on compare chez les femmes et chez les hommes tout au long de la vie, eh bien, chez les femmes, cette pression artérielle va être inférieure à celle des hommes pendant les 40 bonnes premières années de la vie d'une femme. Puis à partir d'une cinquantaine d'années, on voit que les deux courbes se rapprochent pour que finalement, à partir de 60 ans, la pression artérielle des femmes devienne supérieure à celle des hommes. Donc pourquoi s'intéresser à la pression artérielle? Je vous l'ai dit, c'est important par rapport à la santé cardiovasculaire des femmes. Et une pression artérielle trop élevée, eh bien, créera ce que l'on appelle l'hypertension artérielle. Et l'hypertension artérielle est le terreau des maladies cardiaques et des maladies vasculaires cérébrales. Donc maladie cardiaque, infarctus, insuffisance cardiaque, maladies vasculaires cérébrales, les AVC par exemple. Pardon. Pourquoi ces différences d'évolution de la pression artérielle entre les hommes et les femmes? Eh bien, tout d'abord à cause des hormones sexuelles féminines. Et puis, au cours de la vie d'une femme, comme le disait Karina, eh bien, il y aura une variation de l'environnement hormonal pour les femmes. À partir de la puberté et tout au cours de la vie reproductive, vous aurez une sécrétion d'œstrogène et de progestérone de façon cyclique. Ce sont les cycles menstruels. Ces cycles peuvent être interrompus au cours des grossesses. À ce moment-là, il y aura une production, enfin un bouleversement hormonal chez la femme. Puis les cycles reprendront. Et enfin, des années avant la ménopause, on va voir une diminution de la production des œstrogènes et de la progestérone par les ovaires, et pour atteindre un arrêt de la fonction ovarienne, avec des concentrations très faibles en œstrogènes et en progestérone chez les femmes ménopausées et post-ménopausées. Les œstrogènes et la progestérone, on le sait, agissent sur les organes reproducteurs, les ovaires et l'utérus. Mais il a été démontré dans la littérature scientifique qu'il existe des récepteurs aux œstrogènes et à la progestérone sur le cœur, sur le cerveau, sur les muscles squelettiques, les vaisseaux sanguins. Et donc, ces hormones modulent le fonctionnement du système cardiovasculaire, du cerveau et du système musculaire. L'activité physique, on le sait, beaucoup de travaux, et vous entendez régulièrement à la radio, mangez, bougez bien, etc. Une publicité pour une voiture, allez préférer pour les trajets courts la marche à pied ou le vélo. Donc l'activité physique est indispensable pour un système cardiovasculaire en bonne santé. Et donc tous les travaux ont conduit l'OMS à faire des recommandations. L'OMS s'est basée sur ces travaux pour faire des recommandations pour les adultes. Donc vous connaissez sans doute ce message, 50 minutes d'activité physique aérobie par semaine d'intensité modérée. Ou si on pratique une intensité vigoureuse, eh bien 75 minutes par semaine suffiront. Une activité aérobie, c'est du vélo, de la marche à pied, de la nage rapide, de la marche rapide, il faut que votre cœur s'accélère, votre rythme cardiaque s'accélère et que que votre débit ventilatoire également s'accélère. C'est une activité aérobie, c'est cela. Associé à cette pratique aérobie, eh bien, vous devez faire au moins 2 séances de renforcement musculaire par semaine. Donc ça, ce sont les recommandations de l'OMS. Ces recommandations ont été faites, je vous le disais à l'instant, à partir de travaux scientifiques. Or, ces travaux scientifiques ont été majoritairement faits chez les hommes. Donc, ne tenant pas compte de la différence homme-femme et ne tenant pas compte non plus du statut hormonal des femmes, ménopausées, pas ménopausées, etc. Donc, comme nous vous l'avons dit, au laboratoire, nous avons développé un programme Women in Motion, donc sur les effets de l'activité physique, quel type d'activité physique permet d'avoir une santé cardiovasculaire, une bonne santé cardiovasculaire
des femmes, et cela tout au long de leur vie. Alors nous avons 2 étapes actuellement à l'étude, la ménopause et la grossesse. On l'a vu tout à l'heure, les œstrogènes, la progestérone, ainsi que l'activité physique modulent le fonctionnement du système cardiovasculaire. Chez les femmes ménopausées, il n'y a plus ou très peu d'œstrogènes et de progestérone. Donc ces modulations vont être perturbées. Les femmes ménopausées peuvent développer, et pour beaucoup, des symptômes de la ménopause, des insomnies, de l'anxiété, de la dépression, des bouffées de chaleur. Et ces symptômes ont été démontrés comme étant des facteurs de risque de développer des maladies cardiovasculaires. Donc vous voyez qu'il y a des interactions entre l'état de ménopause, les symptômes, et puis l'activité physique pour moduler la fonction cardiovasculaire. Donc une première étude a été réalisée au sein du laboratoire. Les études sur la ménopause ont fait l'objet de la thèse de Morgane Le Bourvelec, qui l'a soutenue brillamment la semaine dernière. Donc un questionnaire en ligne pour évaluer les niveaux d'activité physique et le niveau de sédentarité des femmes en fonction de leur stade de ménopause. Donc nous avons interrogé 462 femmes de 40 à 60 ans. Et ce que nous avons remarqué, c'est que les femmes avec des symptômes de la ménopause modérés à sévères pratiquaient moins d'activité physique de loisirs que les autres femmes. Alors ceci est dommage. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il a été également montré dans la littérature que l'activité physique permettait de limiter certains symptômes de la ménopause. Donc il est important de prendre en compte la sévérité des symptômes de la ménopause pour augmenter la pratique physique chez les femmes d'âge moyen. Dans une deuxième étude, nous sommes intéressés à l'effet d'une séance d'exercice sur la pression artérielle. Tout à l'heure, je vous ai dit, la pression artérielle, c'est un marqueur de la santé cardiovasculaire. On sait, dans la littérature, il a été montré que les exercices, une séance d'exercice aérobie ou une séance de renforcement musculaire ou un exercice qu'on appelle combiné, donc on associe les 2 composantes, aérobie et renforcement musculaire, étaient capables de diminuer la pression artérielle après un exercice. C'est ce qu'on appelle l'hypotension post-exercice. Eh bien, nous avons montré chez les femmes ménopausées que l'hypotension était plus importante, donc la pression artérielle baisse plus chez les femmes ménopausées après une séance d'exercice aérobie ou après une séance de renforcement musculaire. Et si on observe cette diminution, cette hypotension, eh bien, en réponse à un exercice aérobie, cette hypotension est immédiate. 30 minutes, elle dure quelques heures après l'exercice. Par contre, pour l'exercice de renforcement musculaire, eh bien, l'hypotension va être différée et on la retrouve la nuit qui suit l'exercice. Et cet effet va être plus important, cette baisse de pression artérielle la nuit sera plus importante chez les femmes avec des symptômes de la ménopause. Et ça, c'est important parce que normalement, notre pression artérielle, quand tout va bien, baisse un petit peu au cours de la nuit. Et chez certaines personnes qui sont hypertendues, cette pression artérielle ne baisse pas. Donc réussir à faire baisser la pression artérielle, c'est important pour une bonne santé cardiovasculaire. Autre étape de la vie d'une femme, la grossesse. Femme enceinte et activité physique, de nombreux papiers, de nombreuses publications ont montré, des publications récentes, ont montré que la pratique physique était nécessaire et était un facteur de santé chez les femmes enceintes. Et il y a 2 points que je voudrais souligner. Le premier, c'est qu'elle permet un meilleur contrôle de la prise de poids au cours de la grossesse. Et puis, elle diminue de 40% le risque de développer des pathologies gestationnelles, donc comme le diabète au cours de la grossesse ou bien l'hypertension au cours de la grossesse. Et donc, l'intérêt ici de cette diminution est que non seulement vous avez une meilleure santé pour la femme au cours de la grossesse et le bébé, parce que des troubles hypertensifs peuvent retentir de façon importante sur la santé du bébé, mais aussi
après l'accouchement, des années après, le risque cardiovasculaire chez ces femmes, chez des femmes qui feraient des troubles hypertensifs gestationnels, eh bien, est augmenté. Donc limiter ce risque va permettre de limiter le risque de développer des pathologies cardiovasculaires des années plus tard. Alors, faire de l'activité physique pendant la grossesse, ok, mais quelles sont les recommandations? Donc, les recommandations ont été établies par la Haute Autorité de Santé et le Collège national de sages-femmes. Vous voyez, 2019, 2021, c'est récent. Donc, on retrouve un petit peu les recommandations chez la population générale, si ce n'est qu'on demande de l'activité d'intensité modérée, activité aérobie d'intensité modérée, et surtout répartie sur la semaine. C'est comme quand on se brosse les dents, il vaut mieux se brosser les dents tous les jours qu'une fois par semaine pendant 2 heures. Donc, des exercices de renforcement musculaire et enfin, limiter le temps de sédentarité. L'intensité de l'effort, parce que intensité modérée, qu'est-ce que ça veut dire une intensité modérée? Eh bien, une intensité modérée, donc on a des échelles où on demande à la personne de voir quelle est sa perception de l'effort, c'est ce qu'on appelle l'échelle de Borg. Et en fait, on doit se situer autour de 12-14, alors comme ça, c'est pas très parlant. Et en fait, la meilleure façon de voir si on est dans cette zone, eh bien, c'est être capable de maintenir une conversation. Donc, il faut être capable de toujours papoter avec son ami. Et puis, pendant l'exercice, et là, on sera à la bonne intensité. Et il faudra plutôt privilégier, c'est un peu comme tout à l'heure, la fréquence plutôt que la durée. Activité physique pendant la grossesse, mais aussi après l'accouchement. Donc on reprend progressivement, 4 à 8 semaines après l'accouchement, évidemment selon la capacité physique, et parmi cette capacité, il y a la tonicité périnéale. Anne-Cécile Pizzoferrato vous parlera de la santé périnéale tout à l'heure. Et donc, même chose, 30 minutes par jour au moins, limiter la sédentarité, et ces recommandations sont valables chez la femme qui allaite. Donc des zones à surveiller, on retrouve le plancher pelvien, les articulations, l'équilibre, puisque le centre de gravité a changé après la grossesse. Si les femmes ont une césarienne, la cicatrice, et puis la zone abdominale, puisqu'il y a eu séparation des grands droits de l'abdomen pour laisser la place au bébé. Au laboratoire, on a initié un projet de recherche pendant la grossesse, et on s'intéresse, c'est un projet qui démarre tout juste, on s'intéresse aux femmes à risque de développer les pathologies gestationnelles, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc aux femmes qui vont avoir un surpoids au cours de la grossesse. Et le programme, c'est de mesurer l'intérêt d'un programme d'éducation et d'activité physique. Donc ces femmes auront des séances encadrées d'activité physique adaptée. 3 ateliers, un sur la nutrition, un sur l'activité physique et un sur la santé périnéale. C'est un programme en collaboration avec Anne-Cécile Pizzoferrato, avec Sport Santé 86, donc Thomas Chassin. Donc au sein du laboratoire, notre but, c'est de focuser, enfin de faire un peu la lumière sur finalement la meilleure activité, le meilleur mode d'exercice qui pourra convenir à telle ou telle femme en fonction de son statut hormonal. Ce qu'il faut conserver à l'esprit, c'est que la meilleure activité physique, c'est celle que l'on fait. Donc toutes les activités physiques peuvent convenir d'une façon générale pour la santé. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Nathalie du coup pour cette présentation. Je ne sais pas si certains, on va commencer, s'il y en a qui ont des questions pour Nathalie ou pour Karina qui pourra peut-être compléter aussi les réponses. Donc n'hésitez pas, même si c'est des questions, je ne connais pas tous les profils du public, mais ça peut être que des questions intéressantes. Donc si tout était clair pour vous. Très bien, alors n'hésitez pas tout à l'heure s'il y a d'autres questions par rapport à ce qui a été présenté.
très imagé, ça c'est agréable. Et sinon, donc, on va passer à la présentation suivante, du coup, pour Anne-Cécile, si tu veux bien nous rejoindre. Après, vous pouvez rester là si vous voulez. Donc, avec ton petit module, je vais me décaler et puis je vais te laisser, si tu veux, le micro. Bonsoir, donc moi je suis le professeur Pizzoferrato, je suis gynécologue au CHU de Poitiers. Ça fait quelques temps que je travaille sur les troubles pelvipérinéaux. C'est un mot compliqué pour évoquer plein de symptômes. Et mon outil de travail préféré, c'est celui-là, c'est le bassin anatomique. Parce qu'on va le voir en réalité, quand on fait de la rééducation périnéale, entre autres, il faut être acteur de sa prise en charge, il faut comprendre comment le périnée, les muscles du plancher pelvien fonctionnent, comment sa vessie fonctionne et comment les organes du petit bassin vont interagir les uns avec les autres. Il y a beaucoup d'idées reçues, on va le voir, c'est extrêmement tabou dans tous les milieux et en particulier dans le sport et pourtant ce sont des pathologies extrêmement fréquentes. Donc les troubles pelvipérinéaux, c'est quoi? Alors il y a l'incontinence urinaire, en effet, c'est le trouble qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire le fait d'avoir des fuites urinaires en dehors du moment où on a prévu d'uriner, qui occasionne une gêne pour la personne qui en souffre. S'il n'y a pas de gêne occasionnée, voilà, il n'y a pas forcément nécessité d'une prise en charge. Il faut vraiment qu'il y ait une gêne dans le quotidien. Après, il faut savoir qu'il y a de nombreuses femmes, et notamment de nombreuses adolescentes, qui ne savent pas que quand elles ont du pipi dans leur culotte, dans leur activité physique par exemple, c'est avoir des fuites urinaires. Donc en parler, c'est aussi favoriser la prise en soin, hein, parce que on entend parler des problèmes de fuite urinaire au moment de la grossesse, juste après de l'accouchement. Et pourtant, ces troubles, ils sont aussi fréquents chez les femmes qui sont plus jeunes. Et donc, le trouble le plus fréquent, on l'a dit, c'est l'incontinence urinaire. Mais en réalité, il y a plein d'autres symptômes pelvipérinéaux, des symptômes liés à un trouble du périnée. Il y a les urgences mictionnelles. Les urgences mictionnelles, c'est quoi? On est tranquille et vite, il faut aller aux toilettes, je suis obligée de pousser tout le monde, poussez-vous, là je dois aller absolument faire pipi. Et du coup, ça occasionne parfois un retentissement extrêmement important dans la qualité de vie de la personne qui va s'adapter, du coup, parce qu'elle va avoir trop peur d'avoir ces urgences à n'importe quel moment, au magasin, en faisant sa rando avec ses copines, et donc ça va limiter ses activités et ça va l'isoler. Et on sait aussi, par exemple, que chez la personne âgée, hein, le fait d'avoir une urgence pour uriner et de vouloir aller aux toilettes la nuit, ça peut occasionner des chutes, ça peut occasionner des fractures du col du fémur qui peuvent être à l'origine de morbidité, hein, voire de mortalité. Les fuites urinaires, il ne faut pas non plus l'aggraver, mais c'est quelque chose qui peut être à l'origine de mortalité chez la personne âgée. Ces facteurs de dépression aussi, hein, évidemment, quand on est jeune, quand on est sportif, quand on a des fuites urinaires, ça peut être difficile à vivre. Quand on est plus âgé aussi, on n'ira pas voir ses petits-enfants parce que on a des fuites urinaires et on a peur de gêner toute la famille à cause de ces problématiques urinaires. Donc les urgences mictionnelles, donc c'est les envies qui nous prennent d'un seul coup, qui peuvent du coup occasionner des fuites urinaires avant d'arriver aux toilettes et qui limitent beaucoup la qualité de vie des patientes. On a aussi les difficultés à uriner. Les difficultés à uriner, c'est je suis aux toilettes, j'arrive pas à vider ma vessie. Je suis obligée de pousser pour vider ma vessie. Je suis obligée d'attendre longtemps ou de me rasseoir pour vider ma vessie. Ça aussi, c'est important à prendre en compte parce que quand on a des difficultés à vider sa vessie, on peut avoir des infections urinaires à répétition. Et souvent, chez les jeunes, là, on parle beaucoup d'infections urinaires chez les jeunes filles, par exemple. En fait, c'est peut-être juste lié à des problématiques comme ça parce que aussi, elles ne prennent pas le temps d'uriner correctement, elles vont forcer pour uriner ou quoi, elles vont pas s'asseoir sur les toilettes publiques. Il faut s'asseoir sur les toilettes publiques, c'est un des messages principaux que je donne moi en consultation, qu'on donne quand on fait des ateliers grand public, des ateliers chez les sportifs, des ateliers chez tout le monde. Les toilettes publiques, c'est pas plus sale que le sol, du gymnase que le sol. Peut-être ici, c'est nettoyé certainement régulièrement, mais on pose sans problème notre sac partout, dans le métro, dans le bus. A priori, c'est pas nettoyé aussi souvent que les toilettes publiques. Donc, s'il vous plaît, il faut nettoyer la cuvette des toilettes et on s'assoit pour pouvoir uriner
avec une zen attitude. Pour pouvoir vider correctement sa vessie, il faut être assis sur les toilettes publiques. Quand on est une femme, on doit s'asseoir pour vider correctement sa vessie. C'est vraiment extrêmement important. Si on le fait une fois, c'est pas grave. Si on le fait régulièrement, parce qu'a priori, on est quand même plus souvent en dehors de chez soi que chez soi, on peut faire dysfonctionner sa vessie jusqu'à ce que la vessie n'arrive plus à se vider et on soit obligé d'utiliser des dispositifs que l'on appelle des sondes urinaires à usage unique pour vider sa vessie. Donc juste sur des mauvais comportements, des mauvaises habitudes qui sont prises en général depuis plusieurs âges. Oh là là, ma fille, tu vas pas t'asseoir sur les toilettes de l'école, c'est trop sale. En fait, on peut entraîner des problèmes de vidange de la vessie et des infections urinaires à répétition. Donc ça, c'est un message vraiment hyper important. Si j'arrive à vous convaincre qu'il faut vous asseoir sur les toilettes publiques, déjà j'aurais gagné une partie de la petite conférence de ce soir. Et donc dans les troubles pelvipérinéaux, il y a les problèmes urinaires, mais il y a aussi les problèmes de l'arrière. Hein. On parle pipi, on parle caca. Hein. Moi je parle comme ça aux dames en consultation. Hein. Il y a l'incontinence fécale, c'est-à-dire on perd ses selles en dehors des toilettes, on perd ses gaz. La constipation aussi, c'est un trouble du périnée. Quand on est constipé, quand on est obligé de pousser des selles qui sont extrêmement dures, c'est à l'origine de descente d'organes, puisque on pousse, les organes, ils n'aiment pas bien si on fait ça régulièrement. C'est à l'origine aussi d'infections urinaires à répétition. Ça fait les hémorroïdes, ça en général on le sait. Ça fait aussi les fuites urinaires. Donc quand on prend en charge des femmes qui ont des problèmes de fuite urinaire, on va toujours aller regarder s'il y a un problème de constipation. Parce qu'en fait, nos organes sont empilés les uns sur les autres. Le rectum est empilé sur l'utérus, qui est empilé sur la vessie. Si on ne traite pas le problème de la constipation, on pourra entretenir le problème de fuite urinaire. Donc quand on prend en charge des femmes en pelvipérinéologie, mais c'est pareil pour les hommes aussi. La constipation chez l'homme, c'est fréquent aussi. C'est une trentaine de % globalement de la population générale. Et donc quand on les prend en charge, on a une vision globale comme ça de dire il faut traiter tous les organes du petit bassin, le périnée, etc. Parce qu'il faut aussi arrêter de penser que faire de la rééducation, c'est juste faire de la muscu du périnée. 1, 2, 3, contracter, relâcher, contracter, relâcher. En fait, il n'y a pas que ça. Il y a tout un travail comportemental aussi et un travail d'éducation, de comprendre comment on fonctionne, comment la vessie fonctionne pour améliorer sa symptomatologie et être actrice finalement de l'amélioration de ses symptômes. Donc dans les autres symptômes, il y a aussi la descente d'organes. On en a parlé, c'est extrêmement fréquent. Et il y a ce qu'on appelle les dyspareunies, les douleurs au moment des rapports. Il y a les douleurs aussi au niveau du périnée qui peuvent être chroniques, plus de 6 mois, et qui peuvent être très impactantes sur la qualité de vie des femmes. L'ensemble de ces symptômes, c'est lié donc à des dysfonctions des organes du petit bassin et des muscles du plancher pelvien. Et donc la prévalence, elle est très élevée. La fréquence de ces troubles en population générale est très élevée. 40 à 50% toute population confondue. Est-ce que vous auriez imaginé que c'était autant ? Non. Donc une femme sur 2, globalement, dans sa vie, aura des troubles du périnée. C'est quand même pas rien. Et alors ce qui est vachement intéressant, c'est de se dire, mais finalement, les plus jeunes, est-ce qu'elles ont des problèmes ? Et donc quand on regarde dans la littérature, les problèmes d'incontinence urinaire, c'est 25 à 30% des jeunes filles. C'est dingue, quand même. Donc voilà, donc ça peut impacter la qualité de vie des gens. Et comme on l'a dit, ces facteurs d'isolement, de dépression, de chute, de perte d'autonomie, d'arrêt des activités physiques. On fait du yoga, on fait n'importe quelle activité physique, on a des fuites, on ne va pas y aller parce qu'on a trop honte, on a peur de sentir, etc. etc. Et nous, on travaille avec les sportives un petit peu plus de haut niveau. C'est aussi des stratégies d'adaptation. Je vais aller faire pipi avant ma compétition, je vais aller faire pipi avant mon entraînement, je vais boire moins, je vais amener un change systématiquement. Et ça, forcément, c'est une charge mentale. C'est une charge mentale. Et donc, il faut le prendre en compte, du coup, dans la prise en charge de ces jeunes sportives. Il faut le prendre en compte quand on voit des patientes en consultation pour la contraception, pour la ménopause, etc. Et pendant la grossesse. Pendant la grossesse, à votre avis, c'est combien les fuites urinaires ? Au 3e trimestre, c'est 40-50% des femmes. Donc ouais, c'est pas mal quand même comme fréquence. Et pourtant, on n'en parle pas tant que ça.
Et donc quand on regarde spécifiquement les études dans le sport, c'est jusqu'à 70% de fuite urinaire pendant la pratique sportive. Il y a des sports qui sont extrêmement à impact, où on va sauter. Par exemple sur le trampoline il fait ça, le périnée il fait ça aussi. Voilà. Et donc il y a des risques de fuite. Donc 70-80%, voilà, trampoline, gym, les sports collectifs aussi, le basket, le volley, où il y a des impacts réguliers, on peut avoir aussi des problèmes de fuite urinaire. Donc c'est important aussi. On essaye d'aller auprès des entraîneurs, voilà, le GDOS, etc., pour essayer d'informer les gens qu'il faut prendre en compte cette spécificité de la femme qui est d'avoir un vagin, contrairement à l'homme, qui fait que notre périnée il est fragilisé par cette zone vaginale, puisqu'on a un sphincter au niveau urinaire, on a un sphincter au niveau anal, on n'a pas de sphincter au niveau vaginal. Et donc ça, c'est une zone importante de fragilité. Et donc si on peut le prendre en compte, effectivement, dans la pratique de l'activité physique, ça peut être intéressant pour les femmes. Il y a beaucoup d'idées reçues, et donc on en a dit une, là, surtout t'assois pas sur les toilettes, c'est trop méchant, les microbes, ils vont venir t'attraper les fesses, là, parce que l'autre, il n'était pas propre avant toi. Voilà. En réalité, c'est nettoyer régulièrement, il suffit juste d'essuyer et on s'assoit pour être en détente périnéale, comme ça notre tuyau urinaire qui passe à travers le périnée, il va être détendu, il va laisser couler les urines. C'est pareil pour la constipation, le caca, c'est la même chose. Il y a beaucoup de femmes aussi qui disent « ouais, c'est normal d'avoir des fuites pendant la grossesse, c'est normal d'avoir des fuites après un accouchement ». Non, c'est pas normal, voilà, faut le traiter, il faut le prendre en charge, il faut en parler. Une autre idée reçue, et ça, on l'a eu quand on a fait un micro-trottoir là, sur Poitiers, là, devant la mairie, justement, on a demandé à des jeunes, parce que nous, ça nous intéressait d'avoir leur avis un petit peu, et on leur a demandé, mais c'est quoi, à ton avis, les solutions pour les fuites urinaires? On nous a dit, c'est les protections. Ou pas. Une autre idée reçue, on a parlé tout à l'heure de la muscu du périnée. En réalité, il y a beaucoup de problématiques, et notamment dans le sport et chez les plus jeunes, de fuite urinaire liée à un périnée qui est trop en contracture, trop tonique. On a tellement peur d'avoir des fuites qu'on a un périnée qui est en crampe. Et donc le périnée, si il y a une hyperpression supplémentaire, il n'arrivera pas à se contracter et à faire que la fuite ne surviendra pas au moment où il y a l'hyperpression abdominale. Et donc c'est de se dire finalement, peut-être qu'en rééducation, et de plus en plus ça commence à changer, c'est travailler la détente périnéale plutôt que de travailler la musculation périnéale. Ça, c'est une idée qui est difficile à comprendre, mais tout muscle qui est trop contracté n'arrivera pas à se contracter plus pour supporter une contrainte supplémentaire. Donc on travaille de plus en plus sur l'hypertonie périnéale et sur le relâchement périnéal pour améliorer les symptômes de fuite urinaire, voire de descente d'organes. Le périnée, il doit être mobile, il doit être fonctionnel, ça doit bouger. S'il est déjà à moitié figé parce qu'il est toujours en contracture, il ne sera pas efficace. La constipation, on l'a dit, moi je pense que s'il y avait un mot écrit sur ma tête, ce serait celui-là. La constipation, c'est l'ennemi public numéro 1 en pelvipérinéologie. Il faut absolument dépister la constipation. Il ne faut pas hésiter à en parler, c'est fréquent, c'est tout le monde. En fait, on a toujours des moments dans sa vie, on fait moins d'activité physique, on boit moins, on mange différemment, etc. Et c'est pas grave de prendre des laxatifs, des médicaments pour aller à la selle. Il vaut mieux évacuer ces selles en bienveillance, tranquille, des selles qui glissent, plutôt que de pousser des selles comme des crottes de lapin ou des crottes de bique. Là, Vraiment, c'est important d'en parler. Et ça, on peut en parler juste aux médecins généralistes, par exemple, pour dire, oui, moi j'ai des difficultés à évacuer mes selles, je suis obligée de pousser à évacuer mes selles. Ça cause les problèmes du périnée. Et moi, je prescris des laxatifs tous les jours. Et j'ai aucun problème avec ça, parce que je sais que c'est mieux de prendre des laxatifs plutôt que de pousser des selles qui sont trop dures. Il y a beaucoup de jeunes filles aussi qui pour éviter, et de femmes d'ailleurs même, pour éviter les fuites, qui boivent moins. Je ne vais pas trop boire, comme ça, j'aurai pas de problème de fuite urinaire. Et en réalité, quand on ne boit pas suffisamment, quand on boit de manière irrégulière, je bois 1 litre le matin, parce que comme ça, dans la journée, je n'aurai pas à boire, j'ai peur d'avoir des fuites, donc voilà. Et puis j'ai trop soif le soir parce que je n'ai pas bu, donc je rebois 1 litre. Ça, la vessie, elle n'aime pas, en fait. Il faut boire régulièrement, des quantités raisonnées. Je vais vous montrer tout à l'heure une petite fiche d'information. Des urines qui sont trop concentrées, c'est des urines qui irritent la vessie. Donc, c'est des risques d'urgence pour uriner, c'est des risques de fuite urinaire. Donc, voilà, on fait boire de manière plus régulière et éventuellement même plus des femmes. On a moins de fuite urinaire, ça aussi. C'est pas, voilà, faut l'expliquer pour que les gens le comprennent, en fait. Et puis alors, l'histoire de la muscu du périnée, là, c'est un peu véhiculé actuellement par les protections.
Voilà les pubs actuellement qui circulent dans le métro parisien, musclez votre périnée. Alors c'est déjà mieux que rien, on va dire. Ils parlent d'autre chose que de la protection. Mais en fait, voilà, c'est aussi, il y a toute une éducation à faire autour de la rééducation périnéale et de comment travailler son périnée pour améliorer ses symptômes. Donc voilà, donc nous on développe notamment avec l'école sage-femme de Poitiers, avec aussi le master web éditorial de l'université de Poitiers. On a développé un site internet qui s'appelle périnéduc.fr, Périnée Éducation. Périnéduc, je vais vous donner tout à l'heure, vous allez voir le petit sigle, vous pouvez y aller si ça vous dit d'aller voir de l'information. Et donc avec l'école sage-femme aussi, on développe comme ça des supports faciles pour comprendre les choses. Ici, vous avez le buste d'une femme, donc oui, on fait des dessins en gynécologie, voilà, et donc on a décidé les bustes, les abdominaux ici, le diaphragme ici, et là, vous voyez, ce sont nos organes pelviens. Donc ici, c'est le pubis, l'os qui est ici, derrière, on a la vessie, en arrière, on a l'utérus, et encore en arrière, on a le rectum. Et on comprend cet empilement des organes les uns sur les autres. Et donc, si on a un caca là qui est coincé, qui est dur parce qu'on est constipé, ça va retentir sur l'utérus, qui va retentir sur la vessie, favorisant quoi? Favorisant les fuites urinaires. D'où l'importance de traiter la constipation. Avec ces petits puzzles aussi, on peut mettre les sphincters aussi. On a dit on a un sphincter au niveau de la vessie, un sphincter au niveau anal. En fait, ces sphincters, ils sont au sein des muscles du périnée, du muscle du plancher pelvien. Donc, si on va pousser sur ces muscles du plancher pelvien, on va distendre nos sphincters et donc on va favoriser les fuites urinaires ou les fuites anales. Et ça, c'est valable pour les deux sexes. Et donc la différence, effectivement, chez la femme, c'est que on a cette zone de vagin, là où il n'y a pas de sphincter, pour permettre les rapports, pour permettre la naissance des enfants, qui est cette zone de tous les dangers, la zone de fragilité chez la femme. Et on comprend aussi que ce plancher pelvien, c'est notre fondement, c'est la fondation de notre caisson abdominal. Là, ici, il y a une pression qui doit être normalement homogène, qui est influencée par quoi? Par la contraction des abdominaux, par la contraction du diaphragme. Quand on respire, normalement, les poumons vont se gonfler, le diaphragme va se descendre, le périnée va descendre aussi. Ça, c'est physiologique, c'est normal. Par contre, si jamais on fait un effort en apnée, comme ça, les abdominaux, ils vont se contracter, le diaphragme va se contracter, et donc toute cette pression qui est là, elle va être énorme et elle va aller où? Sur le périnée. Et donc un autre truc qui est extrêmement intéressant, qui est facile à faire si on se flique un peu, c'est de se dire je vais soulever mes objets, je vais soulever ma panière, je vais soulever mon cosy, je vais soulever ma poussette, je vais soulever n'importe quel truc, le pack de lait, etc., en soufflant. Et juste de faire les lacets. Tout le monde, la plupart des gens se mettent en apnée. Quand on est en position comme ça, courbé, on appuie sur ses abdominaux, on appuie sur sa vessie, on augmente sa pression abdominale. Si en plus on est en apnée, ça augmente la pression sur le périnée. Si c'est une fois, c'est pas grave, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, au fur et à mesure de la journée, en plus de l'activité physique, par exemple, avec des impacts, tout ça, qui fera que au niveau du périnée, on pourra causer des fragilités au niveau du périnée. Et donc on adore effectivement travailler avec le bassin anatomique pour expliquer aux femmes effectivement que le périnée, les muscles du plancher pelvien, c'est toute la partie rouge là, le steak haché que vous voyez au fond du bassin, c'est à peu près le bassin d'une femme. Et tout ce qui tapisse le fond du bassin, c'est du périnée. Il y a plein de femmes qui pensent que le périnée, c'est une petite zone qui est là. Ici vous avez la vulve, là vous avez l'anus. Il y a plein de femmes qui pensent que c'est juste ce petit truc-là. Non, en réalité, c'est énorme le périnée, et c'est lui qui va soutenir nos organes pelviens, c'est-à-dire qu'on enlève les muscles, là, les organes, ils tombent par terre. Et c'est valable pour l'homme. L'homme aussi a un périnée, on est d'accord, vous le saviez déjà. Et donc, c'est de se dire que ce périnée, finalement, il a une fonction hyper importante, effectivement, de soutenir nos organes, de favoriser notre continence en renforçant nos sphincters, mais il est fragilisé par cette zone vaginale. Il doit être capable de se détendre aussi pour faire pipi ou pour aller à la selle.
Voilà, et j'adore donc montrer aussi beaucoup. Voilà, on développe aussi les outils d'animation pour faire comprendre les choses. Et ça, c'est une des vidéos que je préfère quand j'explique en consultation et quand on explique en atelier. C'est voilà, ici vous avez le pubis, ici c'est la vessie, là c'est le vagin et l'utérus, et là on a le rectum. Qu'est-ce qui se passe quand on fait la contraction périnéale? Vous voyez, en fait, ce truc rouge là. Et une autre partie qui va arriver qui est rose, c'est les muscles du périnée. Quand ils se contractent, nos organes ils vont être plaqués vers le haut. Et vous voyez au niveau du petit tuyau urinaire, qu'est-ce qui se passe? Ce petit tuyau urinaire, il est comprimé. Donc si on arrive à faire la contraction du périnée avant l'effort qui nous cause la fuite, on peut limiter la fuite parce que ça va comprimer le petit tuyau urinaire. Voilà, c'est un petit truc pour aider à comprendre. Une autre chose aussi que j'aime bien montrer, c'est le marchepied. Je pourrais faire la boutique du marchepied, je pense. Enfin, on n'a pas d'action sur ce marchepied-là, le petit réhausseur des enfants. En fait, la petite licorne, quand elle est assise à 90 degrés sur sa chaise, en fait, il y a les muscles du périnée qui tendent, en fait, le rectum et le canal anal. Si on rehausse ses jambes avec le genou au-dessus de la hanche grâce au petit marchepied, on va détendre les muscles du périnée et favoriser l'alignement entre le rectum et l'anus. Et donc les selles sortent facilement. Et donc moi, quand je vois les femmes en consulte, je dis, je ne fais pas la pub pour celui-là, on s'en fiche complètement. Ça peut être une caisse, ça peut être le paquet de papier toilette, une petite poubelle, etc. C'est rehausser ses jambes pour favoriser la détente. C'est valable pour les femmes, c'est valable pour les hommes, c'est valable pour les enfants. Voilà, si vos enfants aussi, ils utilisent le marchepied, la petite poubelle, un petit quelque chose pour rehausser, c'est des bonnes habitudes. On apprend à se laver les dents 2 fois par semaine. On peut bien apprendre à marchepied quand on va à la selle. Voilà. Voilà, et donc on développe aussi des outils comme ça pour les jeunes notamment, mais ça ne sert pas que pour les jeunes. Voilà, donc on a un jeu qui s'appelle Remplis ta vessie, où justement les buts du jeu, ça va être de répondre correctement à des questions. Et la première équipe qui arrive à remplir sa vessie, elle a gagné. Voilà. On a donc sur notre site internet qui s'appelle Périnéduc, justement, le micro-trottoir. Vous pourrez aller le voir aussi avec les étudiants de sage-femme qui ont été interrogés, des jeunes comme ça, qui disaient des trucs qui nous ont pas mal interpellés, quoi. Voilà, et ça c'est juste pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe justement quand on fait un impact. Alors c'est la gymnaste, mais c'est pareil dans n'importe quel impact du quotidien. Si elle fait son effort et son impact au sol en apnée, vous voyez là, le diaphragme se contracte, les abdominaux aussi vont se contracter. La pression ici va augmenter à l'intérieur du ventre et donc ça va impacter au niveau des muscles du plancher pelvien. Ça va dilater nos sphincters. De le faire une fois, là, cet impact et cette dilatation là, de notre sphincter, c'est pas grave, c'est si on le fait régulièrement, tous les jours, pour son activité physique ou tous ces petits gestes du quotidien. Voilà une fiche d'information aussi que j'aime bien, que j'explique beaucoup en consultation. Qu'est-ce qu'on peut faire de manière simple pour essayer de contrôler son hydratation? Parce que finalement, pour faire pipi correctement, pour limiter les fuites urinaires, pour limiter les urgences urinaires, en fait, il faut contrôler ce qui rentre pour contrôler ce qui sort. Donc, on contrôle ce qui rentre. Et donc, on sait qu'il faut boire 1,5 litre à 2 litres par 24 heures, bien évidemment. C'est valable selon la saison et selon l'activité. On dit d'ailleurs qu'il faut avoir 500 millilitres d'eau par heure d'activité physique supplémentaire. On dit aux patientes, visez 4 à 6 gorgées par heure. Voilà, la petite gourde, hop, 4 à 6 gorgées par heure. Voilà. Boire régulièrement, c'est mieux que boire par à-coups. Essayez d'uriner toutes les 3 à 4 heures. Il y a plein de femmes qui urinent là et qui urinent le soir. Voilà, et de se dire, je vais regarder l'heure. Comme ça, là, il est 13h. OK, je sais que je dois faire pipi dans 3 heures ou dans 4 heures. On programme l'heure, on regarde l'heure de sa mission pour programmer la suivante. C'est simple, mais en fait, on est tellement occupé par tous les autres informations de notre quotidien que des fois, on oublie les signaux que nous donne la vessie. Mais c'est la même chose pour l'arrière aussi. Des fois, on a un peu envie d'aller à la selle, puis finalement, on est pris par autre chose, on ne s'écoute plus, et on arrive, en fait, c'est sorti dans la culotte, quoi. Voilà, donc... c'est de se dire il faut s'écouter. Vraiment, on ne s'écoute pas suffisamment. On fait beaucoup de pipi de précaution. J'ai un peu peur, là, je vais faire une conférence, je vais faire pipi avant. Oh, j'ai mon activité physique, j'ai trop peur d'avoir une fuite, je vais faire pipi avant. Mais si on a fait pipi 1 heure avant, la vessie, normalement, elle tient 3 ou 4 heures. Donc, c'est de se dire comment je me contrôle, comment je me raisonne pour essayer de différer un pipi
si on a fait pipi pas longtemps avant. Une autre chose aussi, c'est pas de pipi sous la douche. Le pipi sous la douche, c'est écologique pour la planète, c'est pas écologique pour le périnée. Parce que quoi ? Parce qu'en fait, ça peut créer ce qu'on appelle un réflexe de Pavlov, en fait. C'est-à-dire qu'il peut y avoir au début des petites envies de faire pipi juste avec le contact de l'eau sous la douche, et ça commence à entretenir un réflexe entre la vessie et le cerveau. Si on répond à cette envie de faire pipi et on laisse la vessie se vider, à force, la vessie donnera des signaux de plus en plus forts et des envies de plus en plus fortes de faire pipi. Et voilà, ça va favoriser les urgences et les envies fréquentes de faire pipi. Et après, ce sera juste, j'entends quelqu'un qui se remplit un verre d'eau dans son verre, enfin de l'eau dans son verre, et j'aurais trop envie de faire pipi. Comment on fait pour éviter ou faire passer cette envie de faire pipi sous la douche ? Déjà, on anticipe. On sait que je peux avoir une envie de faire pipi sous la douche. Donc, ok, je le sais. Je vais utiliser mon périnée, que je vais contracter suffisamment longtemps, mais pas très fort, le temps que l'envie, elle passe, en fait. Et ça s'apprend en rééducation. Et une fois qu'on a appris à anticiper cette contraction du périnée qui ne doit pas être trop forte, c'est encore une fois pas de la muscu du périnée, c'est juste une contraction juste un petit peu, on arrive à faire passer l'envie de faire pipi, et après, voilà, on arrive à faire pipi 3 heures après, parce qu'en général, on se lève, on prend son petit-déj, grosso modo, on fait pipi, ou l'inverse, et après on se douche. Il faut prendre l'habitude de faire pipi plutôt avant, pour éviter d'avoir des grosses envies de faire pipi sous la douche, et dérégler comme ça le système entre le cerveau et la vessie. C'est des trucs bêtes, mais voilà, c'est des choses qu'on fait malheureusement souvent, sans s'en rendre compte que, éventuellement, avec le vieillissement, avec la ménopause, ça peut dérégler notre vessie. Quelque chose qui est bien aussi et qui est simple, c'est regarder la couleur de ses urines. Et les femmes, elles disent, c'est vrai, j'ai mes urines concentrées. Oui, si vous voulez savoir si vous êtes bien hydraté, le truc le plus simple, c'est ça, c'est de regarder, d'avoir des urines claires, voire très claires. Et donc voilà, ce qui est important, c'est la régularité des pipis. Pour avoir des pipis réguliers tous les 3 heures à peu près. Pour les petites vessies, ça peut être tous les 2 heures, mais des pipis réguliers, et pas faire 5 pipis en 1 heure, puis 2 pipis sur 6 heures. Pour avoir une régularité des pipis, il faut une régularité dans ce qu'on apporte à notre vessie. Il y a des irritants pour la vessie, le café, on a envie de faire pipi une demi-heure après, le thé, les agrumes, le sucre des sodas. Donc les jeunes filles là, qui boivent du coca tout le temps, voilà, les envies urgentes, machin. Il y a le vin, et en particulier le vin blanc, et il y a les épices. Tout le monde n'est pas sensible de la même manière, mais voilà. Il faut essayer de voir ce que ça donne en les enlevant et voir si ça permet de limiter la survenue des symptômes. Voilà, donc nous, on est une association qui s'appelle Éducation et Prévention en Pelvipérinéologie. Donc on essaye de faire des ateliers d'information. Alors ça dure 1h30, 2 heures. Professionnels de santé, étudiants en santé, des collèges, des sportives, etc., des entraîneurs et bien sûr le grand public. Donc là, je vous ai présenté les endroits un petit peu prestigieux où on a pu aller pour faire les ateliers. On a commencé avec l'Opéra Garnier en 2022. Mais bien sûr, le grand public, c'est notre cible principale, quoi. Voilà, et donc n'hésitez pas à aller sur le site périnélutte.fr. On a créé une petite affiche qui s'appelle les 10 commandements du périnée. Donc on peut l'afficher dans ses toilettes, voilà, donc à l'hôpital, dans le service. Il y a les affiches comme ça des 10 commandements du périnée. Et nous, notre rêve, c'est ça. Il y a des plans nationaux contre l'endométriose, il y a des plans nationaux pour les caries, pour la prévention en santé bucco-dentaire. Il n'y en a pas sur périnée. Pourtant, on l'a vu, les troubles du périnée, c'est extrêmement fréquent et c'est extrêmement invalidant. Et donc, voilà, il faudrait qu'on arrive à être tous fédérés. C'est pour ça qu'on a créé aussi ce site pour prévoir, pour développer le plan de prévention en santé pelvipérinéale. Voilà, merci. Merci Anne-Cécile. Donc je pense que grâce à toi, on ne regardera plus jamais les toilettes publiques de la même façon. Peut-être qu'on pensera à toi en allant aux toilettes. Mais c'est chouette. Merci pour ta présentation imagée, ludique. Oui, du coup... Des questions, merci. Voilà, super. C'est pas forcément une question, mais c'est une remarque. Alors, ma fille, elle a 31 ans, donc ça a peut-être changé. Mais à l'époque, quand elle était au collège, au lycée, aller aux toilettes, c'était problématique. Et je sais qu'elle arrivait à la maison et je dis, mais non, on faisait pas au collège ou au lycée. Donc, je sais pas si ça a changé, mais voilà.
Pas toujours, non, pas toujours. Donc, si vous avez des contacts pour des collèges, des lycées, voilà, des gens qui pourraient être sensibles à cette thématique, nous, on aimerait bien y aller pour effectivement parler de ça, parce qu'effectivement, il y a encore beaucoup de professeurs qui disent, bah non, tu vas pas aller aux toilettes, ou non, prends pas ta bouteille d'eau sur ta table d'écolier, quoi. Et c'est dommage. Et même quand on regarde la structure, hein, notamment dans les écoles maternelles, hein, les toilettes c'est souvent grand ouvert, tout le monde peut rentrer, sortir, il n'y a aucune intimité. Alors la plupart des enfants ça les dérange pas, mais il y en a pour qui ça peut poser des vraies problématiques urinaires. Donc oui, notre rêve ce serait aussi qu'on parle des toilettes dans les collèges, dans les maternelles, dans les écoles, etc. Il y avait une autre question, je crois, au moins au fond, 2, 3, 4 questions. On a le temps, allez-y. Bonsoir, je suis enseignant en activité physique adaptée, donc étudiant en STAPS. Donc déjà, je trouve ce qui serait super, c'est d'avoir des cours dessus, parce qu'on n'en a pas, donc ce serait intéressant. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est que vous avez parlé de relâchement périnéal. Concrètement, on fait comment ? Comment est-ce que, en tant qu'enseignant, moi, je peux le faire travailler aux personnes que je vais accompagner ? Alors nous, il faut qu'on diagnostique d'abord cette décontraction périnéale. Donc ça se diagnostique quand même dans une consultation spécialisée, mais c'est envoyé en fait vers une consultation spécialisée quand on diagnostique cette hypertonie périnéale. Mais on a quand même des chances d'en avoir quand on est face à des fuites urinaires chez des jeunes, etc. C'est très fréquemment quand même cette problématique. Et c'est d'apprendre les exercices de respiration, faire du travail aussi, à connaître tout ce qui est travail en hypopression ou des choses comme ça pour éviter la sursollicitation du périnée. Mais c'est clair, il faut les envoyer vers des gens, déjà en parler, déjà juste en parler, dire voilà, certains exercices, ça peut causer des fuites chez certaines femmes, etc. Parce que quand même, en APA, c'est quand même en activité physique adaptée, le public, c'est quand même des femmes qui ne sont pas forcément très jeunes, etc. Donc c'est de dire dans certaines... j'ai des femmes qui peuvent avoir des fuites urinaires, donc n'hésitez pas, je peux vous proposer l'exercice d'une autre manière pour éviter les fuites urinaires. Et je pense que le plus important, c'est ça, quoi, c'est vraiment d'en parler. Et donc on fait des postures, en fait, c'est-à-dire qu'on les fait mettre en grenouille, on les fait respirer, il y a beaucoup de travail de respiration, en fait, sur ça. Vous avez des livres, des sites peut-être Je pense que les formations sur tout le travail en hypopression, genre de Gasquet, c'est vraiment pas mal, quoi. Vous voulez compléter ? Il y a des choses pas particulières. Oui, alors voilà, moi je suis très 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 intéressée par la proposition d'intervention au collège. Moi je suis infirmière dans un collège et l'éducation à la sexualité, même depuis le CP, hein, dans les écoles aussi, il y a tellement de choses à faire. Et là la proposition, oui. Avec plaisir. Oui, vraiment. Avec plaisir. Ouais, c'est aussi l'idée de ces conférences, c'est de créer du réseau, de pouvoir savoir ce qui existe. Je crois qu'il y a encore une question derrière toi, Christine, le monsieur du début, qui te fait marcher. Il fait marcher, c'est bien, il faut marcher. C'est l'activité physique. C'est important. Pour en avoir déjà parlé avec des personnes, après c'est peut-être parce qu'il y a aussi le fait que je sois un homme, mais très vite les personnes soit vont éviter le sujet, ou il va y avoir en fait ce souci d'adhésion, même si on va leur donner des conseils parfois qui vont être avérés. Les personnes n'y adhèrent pas. Du coup, comment faire ? Parce que il faut vraiment les inciter, je pense, à aller consulter. Déjà, si vous en parlez, c'est déjà vachement bien, hein, parce qu'il y a plein d'hommes qui n'en parlent pas, hein, déjà. Et c'est de dire que c'est extrêmement fréquent et c'est de les inciter à consulter. Les femmes, elles n'en parleront pas. C'est-à-dire que même dans la littérature, ce qu'on sait, hein, c'est qu'il n'y a que 30% des femmes qui ont des fuites urinaires qui en parlent à leurs professionnels de santé. Donc ouais, c'est difficile, mais plus on s'en parlera, plus ça deviendra moins tabou. Et moi, de se dire... moi, depuis que j'en parle, notamment dans le service ou quand j'étais à Caen, en Normandie, après, t'es allé faire pipi à quelle heure ? Mais comment ça ? Plus on en parle, en fait, plus... Et ça se trouve, elles en parlent déjà entre elles, quoi. Je sais pas si je réponds à la question, c'est pas facile, hein, comme c'est à chaque fois, à chaque exercice, c'est dire, régulièrement, dire ça peut occasionner des fuites, etc. Faut pas hésiter à en parler, il y a des professionnels, on peut faire plein de choses en rééducation. Mais si on veut vraiment chercher, je dirais, à modifier leur comportement, parce que... Dans les études, on voit que juste dire aux gens faut bouger, faut faire des choses, ça suffit pas.
Est-ce que vous savez s'il y a des stratégies, repérer des comment études aussi, repérer comment leur stratégie à elles, c'est-à-dire est-ce qu'elles vont faire pipi toutes les 5, ou est-ce qu'on arrête l'activité physique tout le temps parce qu'il faut qu'elle aille faire pipi, lui dire pourquoi, voilà, est-ce que c'était une envie urgente de faire pipi, etc. Les faire boire régulièrement. Alors oui, on y pense, mais pas tout le temps, hein, voilà. Et leur expliquer. Nous, on fait des ateliers, par exemple, ce qu'on appelle des ateliers créateurs de santé. On commence là, bientôt, à la Villa Santé. La Villa Santé, c'est une structure où il y a de l'éducation thérapeutique pour les patients, mais il y a aussi des ateliers créateurs de santé, donc donner de l'information, comme ce que j'ai fait là, mais un peu plus complet, et peut-être d'avoir des affiches aussi, ou je sais pas, où vous travaillez, ou d'avoir de la documentation. Je ne sais pas si c'est possible, ça, parce qu'en fait, les troubles périnéaux, c'est tellement fréquent que si vous parlez d'un truc, de ça, c'est... Bon, c'est pas facile, hein, je sais, et quand on est un homme, c'est encore moins, mais en parler tout le temps, en fait, et dédramatiser le truc, quoi. Et repérer les comportements, encore une fois, celle qui boit jamais, celle qui va tout le temps aux toilettes, ou qui va en plein milieu du cours, ou de l'activité aux toilettes, voilà, de dire, certaines femmes, effectivement, on sait que certaines femmes qui vont tout le temps aux toilettes, etc., c'est que peut-être leur vessie ne fonctionne pas bien, ça peut occasionner des problèmes dans leur activité du quotidien, dans leur qualité de vie, et donc il y a des professionnels qui sont adaptés et qui peuvent vous aider. La première prise en charge, de toute façon, qu'on propose aux femmes, quels que soient les troubles du périnée, c'est la rééducation périnéale, qui peut être prescrit par une sage-femme, qui peut être prescrit et fait par une sage-femme, qui peut être prescrit par un médecin généraliste, qui peut être prescrit par un gynéco. Pour terminer, est-ce que vous savez s'il y a des études, mais cette fois-ci sur vraiment, je dirais, qui s'intéressent vraiment à l'adhésion de comportements de prévention par rapport, entre autres, aux fluides urinaires? Alors, ça fait partie des travaux de recherche que je vais engager. D'accord. De dire effectivement quelle est l'intention au changement, parce que nous on en est sûr, travailler sur le comportemental, comment on fait pipi, peut-être avoir des affiches comme ça, effectivement, buvez régulièrement 4 à 6 gorgées, faites pipi régulièrement, si vous avez fait pipi il y a 1 heure, normalement votre vessie doit pas donner encore une envie, une fake news, quoi, hein, c'est ça. Qu'est-ce que je disais, je sais plus. Ouais, sensibiliser. Oui, voilà. Et donc, c'est de se dire, si le comportemental, c'est un élément indispensable dans la prise en charge, dans la rééducation, etc., il faut effectivement connaître, et nous, ça nous intéresse beaucoup chez les jeunes, quelle est leur intention au changement, quoi. Et donc ça, c'est des travaux de recherche qu'on va mener. Ouais. Et donc, il n'y a rien pour l'instant, ou pas grand-chose dans la littérature. Et si vous publiez, c'est sur quel site? PubMed? Publier les résultats? Oui, c'est ça, oui. Ce sera sur PubMed, là, les trucs. Mais pour l'instant, on n'a pas encore commencé. Après, si vous êtes intéressé pour, je sais pas, des trucs, voilà, nous, on est intéressé par avoir des contacts. C'est aussi pour ça qu'on est là, que je suis là ce soir, hein, qu'on est tous là ce soir, d'ailleurs. Travailler ça chez les volleyeuses. On va travailler ça chez les volleyeuses et chez les gymnastes. Mais tout le monde, en réalité, on va pas en rééducation périnéale, on se fait masser, on se dit au revoir. Ah non, il faut vraiment avoir l'intention de changer ses comportements. Avant de vous poser une autre question, juste avertir pour ceux qui sont intéressés, il y aura une soirée spéciale à Mendès France le 13 février prochain sur les aspects, justement, avec le professeur Pizzoferrato. Ferrato, excusez-moi. Donc, n'hésitez pas, à 18h30 avec le CHU. Oui, je me permets une question pour revenir sur la physiologie, l'explication un petit peu physiologique que vous avancez. À l'intérieur du cycle menstruel, les variations hormonales, comment elles influencent les problématiques musculaires périnéales, si c'est le cas. Et puis, post-ménopause, c'est pareil. On sait que les variations hormonales, elles n'arrivent pas d'un coup comme ça stabilisées. Et comment ça impacte également la physiologie féminine, quoi. Donc chez les jeunes, chez la femme qui est en cycle reproductif, quoi, avec ses cycles menstruels, on sait effectivement, voilà, il n'y a pas beaucoup de littérature, mais en tout cas, les femmes, elles rapportent effectivement qu'elles ont plus de pesanteur, plus de périnée un peu plus relâché, on va dire, au moment du cycle, des règles, quoi, par exemple. Ça, effectivement, on en parle souvent en consultation. Chez la femme ménopausée, on sait effectivement qu'à partir de la ménopause, le vieillissement des tissus, la rigidité, les tissus, ils sont moins souples, la peau, mais la vessie aussi, le rectum, etc. Et donc, oui, on a plus de sensibilité justement à certains liquides. D'ailleurs, il y a certains aliments qu'on supporte moins bien aussi, des choses comme ça. C'est le fait effectivement du vieillissement. Bon,
Et aussi, surtout, de la carence en hormones qui fait que notre vessie se rigidifie. Nos muscles du plancher pelvien aussi sont moins souples, se rigidifient un peu plus. D'où l'intérêt de travailler probablement à ce moment-là encore plus le comportemental, quoi. Et ne pas se laisser influencer par cette vessie-là qui nous enquiquine et qui fait la gamine mal élevée là, et qui nous embête dans notre quotidien, quoi. En fait, jamais un médecin, que ce soit gynéco ou médecin généraliste, m'a posé la question en 60 ans. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas voir avec la fac de médecine pour former les médecins et avoir un questionnement systématique ? C'est ce qu'on fait. Mais voilà, le temps que ça change, après que ça évolue, voilà, faut que ça prenne le temps, quoi. Mais on pourrait en faire encore plus, hein, clairement, quoi. Voilà. Après, notre objectif, ce sera de former les gens pour qu'ils aillent former les autres. Et Anne-Cécile, les 10 commandements, je ne sais plus comment c'est appelé, ça on peut les retrouver aussi sur facilement. Sur le site périnéduc.fr, il y a un truc qui est écrit les 10 commandements du périnée, et à la fin, vous avez accédé au PDF, on clique et on a le PDF, là, la fiche des 10 commandements du périnée. Ok. Encore une question, si tu veux. On fait travailler Christine. Bonsoir, vous avez parlé du pipi sous la douche qui était à éviter. Il y a aussi cette problématique dans le cadre de la pratique des activités physiques en milieu aquatique, qu'on soit équipé ou pas. Aussi en natation, j'ai appris très récemment que les nageurs très fréquemment urinaient dans la piscine, pendant leurs entraînements. Quelle attitude il faut avoir donc sous la douche par rapport à ça? C'est quand même globalement l'incontinence urinaire chez l'homme, c'est un peu moins problématique chez la femme, ça survient un peu plus tard, mais ça reste une problématique et c'est encore plus tabou chez l'homme que chez la femme. Mais effectivement, il y a des femmes pour qui, à force justement d'avoir répondu comme ça à des envies urgentes d'uriner, alors que finalement elles ont été faire pipi une demi-heure avant ou qu'elles ont fait pipi sous la douche, et ben juste le fait de mettre les pieds dans le pédiluve, ça déclenche l'envie urgente de faire pipi. Et donc on leur fait faire tout un travail comportemental vous allez noter vos pipis, l'horaire de vos pipis, la quantité de pipi, parce que des urgences comme ça, des fois, c'est juste un petit pipi comme ça, quoi. Et puis le matin, par contre, elles font un pipi comme ça. Et donc, juste le fait de se rendre compte, finalement, de comment elles se comportent, elles vont modifier leur comportement. C'est leur cerveau qui va dire à leur vessie, non, mais ça suffit, t'arrêtes de m'embêter, et c'est pas le moment, quoi. Et on peut apprendre des techniques de respiration, des techniques de contraction périnéale, comme on l'a dit tout à l'heure, pour faire passer cette envie urgente. Et oui, si on peut éviter de faire pipi à la piscine, surtout si on est allé faire pipi une demi-heure avant, c'est mieux. Oui, il n'y a pas que la piscine, il y a aussi dans le cadre de pratique de canoë-kayak, voile ou choses comme ça. Sûr. Dans la combinaison, dans le cadre de compétition, c'est pas toujours évident non plus. Après, voilà, je ne vais pas dire qu'on peut... on s'adapte, mais... Et le fait de savoir que ça peut être problématique, ça va peut-être limiter ce comportement quand même. Il faut le contrôler aussi, comme il faut contrôler d'autres émotions. Ouais. Après, on sait que c'est difficile, hein, notamment dans certains gestes sportifs, parce que nous, on avait des grosses ambitions à dire, allez, on va aller au SEC Poitiers Gym, là, et on va apprendre aux gymnastes à la réception de leur saut, contracter leur périnée et souffler, quoi. En fait, c'est trop compliqué et c'est une grosse charge mentale pour elles. Donc déjà, juste souffler à l'effort, à la réception, ou même au départ du saut. Réapprendre en fait ce geste sportif. Et quand on interroge les femmes, effectivement, il y a des fuites urinaires à des moments différents en fonction du sport. Le tennis, c'est voilà, il faut faire du bruit, quoi. Comme Monica Seles, pour certains qui l'ont connue, elle faisait beaucoup de bruit. N'empêche, avec son périnée, elle était plutôt sympa, quoi. Voilà. Ou même quand on va shooter au foot, c'est pas c'est je souffle quand je shoot. Le rugby, elle soulève, c'est au lift, c'est quand elle soulève que elles vont se mettre en apnée, elles vont avoir les fuites. Donc c'est aussi travailler sur ces circonstances des fuites en fonction du sport, de l'activité sportive, qui est différent donc en fonction des sports. L'aviron, ou la voile, et de se dire, est-ce qu'on peut introduire le souffle à ce moment-là, quoi. Au moins. Moi, j'ai une autre question, Anne-Cécile. Est-ce que tu as vu beaucoup d'arrêts de sportives qui ont arrêté complètement l'activité à cause de ce souci, temporairement? C'est un des premiers freins, une des premières causes d'arrêt de l'activité physique. Ouais. Et pour les jeunes, les adolescents qui font de l'équitation, c'est souvent une hypertonie du périnée. On est gainé de partout. Le périnée aussi, il est comme ça. Et donc, à l'impact, en fait, c'est souvent d'ailleurs au moment des sauts. Le cheval, il respire au saut. La cavalière qui est au-dessus, elle est en apnée. Pourquoi elle est en apnée? Avec son périnée qui est blindé, ses abdos qui sont blindés, en fait, elle va favoriser les fuites, en fait.
Donc voilà, c'est des mécanismes différents en fonction des sports et il faut travailler en fonction du type de sport, quoi. Et sur les sports d'endurance, je pense tu vois, au Tour de France, des choses comme ça, des efforts qui sont très longs, où on ne peut pas s'arrêter forcément facilement. Est-ce que ça, c'est, même s'il n'y a pas d'impact, je pense au cyclisme sur route, mais est-ce que c'est des facteurs aussi qui... Oui. Après, c'est difficile après à gérer, mais oui, bien sûr, il y a moins de fuites pendant le vélo, etc. Parce que c'est des trucs à moins d'impact, mais c'est pas qu'il y en a pas, quoi. Il peut y en avoir, bien évidemment. Ouais. Et puis effectivement, on boit n'importe comment, enfin on fait comme on peut, quoi. Et ça, ça peut être cause de problématiques de fuites urinaires, notamment, hein. Mais pas que urinaires. Hein. Mais ouais. Ok. Il y a d'autres questions? Non, mais alors merci beaucoup en tout cas. Pour cet échange avec tout le monde. Maintenant, je vais demander à Thomas Chassin de venir nous rejoindre. Merci, mesdames, d'être restés avec moi. Thomas, voilà, je vais te laisser la parole pour nous expliquer quelque chose. Bonsoir à toutes et tous. Donc moi, je suis Thomas Chassin, je suis coordinateur d'une association qui s'appelle Sport Santé 86. Donc nous, on vient, surtout pour l'association, essayer de faire comprendre l'activité physique à des fins de santé. Et donc là, comme je vois dans la salle, ça fait à peu près 1 heure qu'on est assis. On va faire un petit break sédentaire. Je sais que c'est un peu la mode, mais je vais vous lever quand même un petit peu. Au moins, ça vous permettra de vous reconcentrer un petit peu. Je te laisse. Alors, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, il ne va pas y avoir de jumping jack, il ne va pas y avoir de squat. Je vais vous laisser tranquille, on peut passer à la douche après. C'est juste un tout petit exercice. On va un peu travailler la motricité fine et un peu le travail de dextérité des doigts. Donc, la seule chose que je vais vous demander, c'est de coller tous vos doigts comme ceci. Ok. Et on va tourner les pouces. Donc pour l'instant, c'est quelque chose qui est très simple. Il y en a qui savent très bien faire. Sans les toucher. Ok. Et on essaye de ne pas les regarder. Ok. Pour l'instant. Ok. On les recolle. Et on va faire pareil avec l'index. Même chose. Motricité fine. Ça commence déjà à être un tout petit peu plus compliqué. Il y en a où on ne regarde pas ses doigts, s'il vous plaît. Ok. On retouche. Le majeur maintenant. Sans toucher les majeurs et on fait le tour. Ah là déjà, ça commence déjà à être un peu plus compliqué. Ok, on recolle. L'annulaire. Allez. Ah, ouais. Le cerveau bosse là. Ouais. Vous voyez, en termes déjà. Ok, on recolle. L'auriculaire, normalement, ça devrait être un tout petit peu plus simple. Ok, on recolle et on va faire la même chose en remontant, mais dans l'autre sens. Donc, on repasse sur l'annulaire dans l'autre sens. Et là, ouais, je vois qu'il y en a où ça... Il y a des visages où ça coince un petit peu, qui sont un peu plus crispés là. On regarde pas ses doigts. Je surveille, mais je regarde pas. Il y aura la vidéo à la fin. Ouais. On recolle. Pareil sur les majeurs. C'est un peu plus simple. On recolle les index. On recolle et les pouces. Ok. Oui, c'est pas... Vous pouvez vous rasseoir. C'est un petit exercice qui est très simple. Donc c'est un petit break sédentaire. Vous avez dû tous entendre parler de la sédentarité, un des gros fléaux qu'on va avoir au XXIe siècle, surtout chez les enfants et les adolescents, et qui entraîne beaucoup de causes. Mais ça, je pourrais vous en parler plus après. Moi, je viens ici en intervention, je n'ai pas de diaporama. Je viens vous parler d'un petit outil et d'un dispositif qui existe pour vous aider à reprendre de l'activité physique. Moi, je viens sous la casquette du PEPS, donc d'un dispositif régional qui existe et qui s'appelle Prescription d'exercice physique pour la santé, qui est un dispositif de la Nouvelle-Aquitaine. Moi, je suis le coordinateur sur le département de la Vienne, mais il y a un coordinateur sur chaque département en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, c'est un dispositif qui a aujourd'hui 4 ans. Le dispositif de prescription médicale, comme son nom l'indique, c'est un peu le sport sur ordonnance, si vous en avez entendu parler aussi. C'est un décret de loi qui date de 2016. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez âgé, mais qui commence à être mis en place qu'en 2020, en Nouvelle-Aquitaine.
Juste pour vous parler de cet outil-là, on a une prescription médicale d'un médecin. Donc la prescription médicale du médecin, ça peut être tout médecin généraliste peut prescrire de l'activité physique. Ça peut être le médecin généraliste, le médecin traitant de la personne, mais ça peut être aussi un médecin spécialiste. Ok ? Il n'y a pas besoin d'avoir de formation complémentaire pour les médecins pour pouvoir prescrire. Aujourd'hui, sur la Vienne, il y a à peu près 1400, 1500 médecins et on est à 280 médecins prescripteurs. Donc vous voyez que c'est quand même encore... Il faut encore avoir un peu de travail pour pouvoir sensibiliser tous les médecins, mais ça commence à venir. Donc ça, c'est la première étape. Il y a une ordonnance type qui existe, qui s'appelle, enfin une ordonnance du PEPS, qui a été créée par l'ARS, l'Agence régionale de santé. Et donc, toute personne qui a une affection de longue durée, donc une liste des 30 ALD par la CEPAM, et ou une maladie chronique, type surpoids, obésité, hypertension, et ou une sédentarité. Donc ça, c'est le médecin qui va choisir et dire si la personne est sédentaire ou non. Juste pour info, 70% de la population française est sédentaire aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on reste à peu près plus de 7 heures par jour assis sur une chaise. Vous verrez qu'en enfance, adolescence, l'éducation nationale, on est tout le temps assis, que ce soit aussi au niveau de l'université, on est assis. Au niveau de nos métiers qui sont de plus en plus tertiaires, on est assis. Donc c'est vrai que la sédentarité joue un rôle hyper important sur les causes négatives. C'est pour ça qu'on essaye un peu de vous faire bouger, même sur des conférences comme celle-ci, où il faut vraiment prendre le temps de bouger. C'est hyper important et faire de l'activité physique. Donc ça, c'est une chose. Donc quand vous avez cette prescription-là, en Nouvelle-Aquitaine et sur la Vienne, en fait, vous avez un numéro qui existe. Donc c'est le numéro de Sport Santé 86, où nous, en fait, on va prendre en entretien toutes les personnes qui ont une prescription médicale. Donc aujourd'hui, on a 13 centres d'évaluation sur la Vienne pour être à peu près à moins de 20 minutes en voiture, parce qu'on sait que c'est aussi un frein, le transport, à être à moins de 20 minutes en voiture de chaque point d'évaluation. Et en fait, lorsque une personne a une prescription de son médecin, il vient nous voir et nous, on fait un entretien complémentaire qui est gratuit. Donc cet entretien complémentaire-là nous permet en fait pour brosser un peu tout le profil de la personne, que ça soit au niveau administratif, au niveau financier, aussi au niveau, on fait quelques tests physiques, et quelques questionnaires pour vraiment englober, donc avec toute la partie financière où on essaye d'aider les personnes, on essaye de faire le lien avec les CCAS par exemple du territoire, ou s'il y a des problématiques de financiers ou d'isolement, d'essayer de pouvoir les mettre dans des dispositifs spécifiques. Et à la suite de ça, on les oriente sur des structures référencées du territoire. Donc les structures référencées du territoire, aujourd'hui dans la Vienne, on est à plus de 100 créneaux qui font du sport santé et du sport sur ordonnance. Donc c'est un site qui a été créé par la DRAGES. Donc la DRAGES, c'est le ministère des Sports qui a créé ce site-là. Et donc ça nous permet en fait de référencer et que toutes les structures aient un encadrement qui soit sécurisé pour la pratique du bénéficiaire qui a une prescription. Donc quand je parle de structure, vous allez penser aux associations sportives. Il y a des associations sportives, on en a beaucoup, hein. On a du foot en marchant, on a du rugby touché. Donc je parle de sport, mais vous allez tout le temps adapter. Parce que quand je parle de rugby à une personne qui vient sous prescription, ils vont me dire « Ah non, le rugby, c'est pas possible, là je vais me faire... » Mais non, le rugby, c'est du rugby adapté, c'est du touch, par exemple, où on a du kung-fu, par exemple, qui est vachement adapté, on a de l'escalade, on a de la natation, enfin bon, on a presque toutes les activités qui existent au niveau fédéral. Donc ça, c'est les associations sportives. On a des auto-entrepreneurs aussi, que ce soit enseignants en activité physique adaptée et des kinésithérapeutes qui prennent en charge des personnes. On a des structures privées, type Elancia, Exofitness sur la Vienne. Donc ça, c'est des structures qui sont plus privées. Et la dernière, c'est les communautés de communes et les communes qui ont aujourd'hui des créneaux spécifiques, surtout en natation. Nous, sur Grand Poitiers, par exemple, on a aujourd'hui 8 créneaux spécifiques. Donc il y en a 6 sur Poitiers et il y en a 2 sur Chauvigny. Mais voilà, on a vraiment toutes ces catégories-là et on va pouvoir trouver en fait ce qui est le mieux pour la personne en fonction de sa localisation, de sa pathologie, de ce qu'elle aime faire, etc., etc. Donc c'est hyper globalisé. Donc ça, c'est une première chose. Et lors de cet entretien-là, en fait, on essaye de faire un lien avec le médecin et le corps médical. Donc, on leur redonne toutes les informations. Et ces personnes-là, on les revoit à 1 an. Parce qu'on sait qu'à 1 an, si elles ont continué de faire de l'activité physique, c'est des personnes qui seront assidues 2, 3, 4, 5 ans après.
sauf si problématique de santé, etc. Mais au moins, on sait. Et en fait, on va voir l'évolution des personnes au niveau de leurs tests physiques et des questionnaires. Donc tout ça, c'est un dispositif régional, mais qui est quand même vachement chapeauté au niveau national. Donc il y a un observatoire qui existe, qui s'appelle l'ONAPS, Observatoire National Activité Physique et Sédentarité, qui existe et qui chapeaute un peu tout ça sur tout le gouvernement, enfin sur toute la France, pardon, parce qu'il y a des dispositifs qui existent au niveau régional. Donc nous, en Nouvelle-Aquitaine, il s'appelle le PEPS, mais au niveau de Grand Est, il s'appelle Prescrimove. Au niveau de la Côte d'Azur, il y en a un autre, au niveau de Bretagne, etc. Mais ils sont tous régis par le même décret de loi, mais ils ont quelques petites spécificités. Donc c'était l'outil que je voulais vous dire. Et en fait, sur la Vienne, il y a aussi des créneaux qui sont spécifiques pour les femmes. Donc il y en a beaucoup sur des fédérations multisports type l'UFOLEP, qui par exemple a un dispositif qui s'appelle Toutes Sportives, où ils viennent dans les quartiers prioritaires de ville et qui va leur permettre de pouvoir faire de l'activité physique qu'entre femmes. Donc on sait qu'on parlait de pression culturelle en tout début, mais c'est quelque chose qui tend à se démocratiser, de pouvoir faire de l'activité physique en toute sécurité. Et on sait que des fois, c'est un peu compliqué au niveau de la mixité. Et donc, il y a des créneaux qui sont vraiment spécifiques sur le féminin. Voilà. Et je ne vous ai pas dit aussi tout à l'heure, il n'y a pas de limitation d'âge dans ces dispositifs-là. Nous, la plus petite, elle a 7 ans. Et la plus âgée, elle en a 98. Vous voyez, ne vous inquiétez pas, ils ne font pas d'activité ensemble. Mais non, les petits, on les prend surtout sur du surcharge pondérale et de l'obésité, avec des risques secondaires. Et après, on a de tout type de public. On a beaucoup parlé du physique, donc avec les deux intervenantes de tout à l'heure. Mais l'activité physique, ça entraîne aussi beaucoup dans le mental. Donc moi, on essaie vraiment de travailler sur le mental. Vous avez tous dû le voir pendant le Covid, où ça a été vraiment compliqué de ne pas bouger de chez soi. Et donc, vous voyez que l'activité physique, ça engendre aussi un côté mental et aussi un côté social. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais si vous regardez vos cercles d'amis, c'est famille. Et vos amis, vous les avez fait beaucoup au niveau du boulot, mais aussi beaucoup au niveau de vos loisirs. Que ça soit, moi je parle d'activité physique et de sport, mais ça peut être au niveau musique, etc. Et ça, vous l'avez fait beaucoup. Et nous, cet aspect-là, on le retrouve beaucoup sur les sujets un peu plus vieillissants, les bénéficiaires qui sont un peu plus âgés, plus de 60 ans, où ils recherchent vraiment de rompre cet isolement avec l'activité physique. Donc c'est vraiment une corne qu'on peut aussi travailler. Donc, voilà à peu près ce que je pouvais vous dire sur un outil comme le PEPS. Donc c'est un outil qui est vraiment adapté à tous et qui peut vraiment vous permettre de vous remettre à l'activité physique et de vous aider. C'est vraiment une aide. Nous, on est vraiment là pour faire revenir les personnes à l'activité. Et juste pour vous dire, un dispositif comme celui-ci, en Nouvelle-Aquitaine, on est à peu près à 800 nouvelles personnes chaque année sur un dispositif. Donc ça fait quand même un contingent assez énorme. Donc des anciens sportifs, des personnes qui n'ont jamais fait d'activité physique de leur vie. Il y en a qui détestent ça. Et on arrive quand même à trouver des solutions pour permettre à ces personnes de faire de l'activité physique. Donc voilà, donc c'est un outil qu'on voulait vous faire découvrir et qui peut vous permettre, si votre médecin traitant ne connaît pas, vous pouvez lui en parler. C'est pas mal aussi de le faire dans l'autre sens, que ce soit le patient qui parle à son médecin traitant de dispositifs qu'il ne connaît pas, mais aussi à parler à votre entourage. Aujourd'hui, on sait que l'activité physique, bon, vous l'avez vu, tout est démontré sur l'activité physique, mais il y a toujours encore des petites faiblesses ou des petites protections qu'on n'a pas. Et donc, on essaye vraiment de pouvoir engager ça. L'activité physique, c'est vraiment quelque chose qui est important, qui est gratuit sur des choses. Et donc, c'est un des médicaments, donc on parle de médicaments ou de thérapie non médicamenteuse, qui permet d'avoir les effets les plus bénéfiques sur la santé. Donc, c'est hyper important de pouvoir avoir des outils comme celui-ci. Voilà. Merci Thomas pour cette explication. Avant que tu peux garder le micro, Thomas, moi je pense qu'il y aura peut-être des questions. Je vois là-bas une main qui se lève, Christine. Thomas, est-ce que tu sais, parmi les sportifs, les patients que vous accompagnez, le taux de féminisation et si tu sais pourquoi, nous expliquer un petit peu, s'il te plaît. Alors, depuis 2020, sur toute la Nouvelle-Aquitaine, il y a à peu près 20 000 personnes qui sont rentrées sur le dispositif.
il y a 70% de femmes pour 30% d'hommes. Alors, il y a l'ORS, l'Observatoire régional de santé, qui est en train de faire un bilan cette année des 4 années, parce qu'on est dans un milieu de dispositif. Et donc, je ne peux pas vous dire pourquoi. Je pense avoir quelques raisons, parce que je pense que les femmes prennent plus soin d'elles et vont plus vers l'avant sur tout ce qui est soins et tout ce qui est autre. Je pense que c'est plus sur ça. Après, sur chaque département, on est à peu près à pareil, entre 68 et 74% de femmes et le reste d'hommes. Donc vraiment une grosse part de femmes dans nos dispositifs sur la prescription. Et juste avant de passer le micro, les sportifs que vous accompagnez, est-ce que c'est des personnes qui étaient déjà dans de l'activité avant la maladie chronique, ou est-ce que c'est des gens qui étaient plutôt éloignés? Est-ce que ça, tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Alors, c'est pareil, alors il y en a à peu près 35% qui ont déjà fait de l'activité sur ces dispositifs-là, et donc 65% qui ont soit déjà fait, mais il y a très très longtemps, donc à plus de 15 ans, plus de 20 ans, ou soit qu'on n'ont jamais fait. Donc c'est vraiment, vous voyez, un outil pour aider les personnes à passer le cap, et à pouvoir les aider, à pouvoir les orienter, les aider sur le dispositif. Oui. Du coup, moi, c'est un peu sur la continuité de cette question. J'ai rencontré pas mal de personnes, même si on leur dit « faites de l'activité physique », ils vont pas avoir envie soit d'initier leur comportement dans la pratique physique, ou parfois de maintenir. Du coup, j'aimerais savoir un petit peu ce que vous proposez, plus que dans l'accompagnement de faire une séance d'activité physique adaptée, c'est comment faire pour s'assurer d'un engagement et d'un maintien dans leur pratique. Alors, ça, c'est toute la difficulté des personnes de pouvoir... Alors déjà, la prescription aide déjà à l'engagement. Déjà, c'est une première chose. C'est-à-dire que les personnes, ils sont plus aptes, quand ils ont une prescription devant eux, de pouvoir commencer à faire de l'activité physique. Parce que dans la tête des Français, quand on a une prescription médicale, c'est toujours plus simple d'aller voir, même que ce soit un praticien ou autre, c'est toujours plus simple de pouvoir emmener la personne vers une action. Donc ça, c'est une première chose. Pour l'adhésion, la deuxième chose, c'est un suivi. Ça veut dire que nous, ce suivi-là, on le fait vraiment régulièrement. Mais on a toujours, nous, sur un dispositif comme celui-ci, on a à peu près 25 à 30% d'abandon. Et encore, je ne connais pas le taux d'abandon entre la prescription et quand ils passent vers moi. Parce qu'il y a des médecins qui donnent la prescription, mais il y a des personnes qui ne nous appellent jamais. Donc ça, c'est un taux que moi, je ne peux pas avoir sur les 250 médecins, mais qui augmente encore. Donc ça veut dire que peut-être sur nos 800 personnes que nous, on voit, il y en a peut-être 1400 ou 1500 qui ont eu la prescription. On est à peu près à 30%, donc je pense qu'on est vraiment sur ces eaux-là, 1400, 1500 qui ont une prescription et qu'on ne voit jamais. Mais ça, après, il y a des personnes aussi qui n'ont jamais fait d'activité et que c'est compliqué d'en faire et qu'ils attendent un petit peu. Il faut faire un cheminement en psycho, où il faut, au début, ça peut être compliqué, puis il y a peut-être un père qui va lui dire « Ah, ça serait bien que tu fasses de l'activité physique », un membre de la famille, et qui a un petit déclic. Donc ça aussi, ça y joue. Mais l'adhésion, nous, c'est ce qu'on essaye de trouver, ce qu'on essaye de chercher, parce qu'on sait que quand ils rentrent dans le dispositif, ils vont rester. Et c'est ça qui est compliqué. Et là, on n'a pas de lien dessus. On essaye vraiment de les... Enfin, il y a des séances où on a vraiment du cocooning, on appelle ça, on les garde avec nous, on leur fait de l'activité. C'est gratuit, donc ils restent. Et oui, parce qu'il y a aussi le domaine financier, je ne vais pas vous... Donc ils restent sur des choses. Donc il y a quand même des filons, des petites choses. Mais par exemple, la gratuité, c'est pas périn. Par exemple, c'est une adhésion sur du court terme, mais sur du long terme. Donc il y a plein de biais. On essaye de travailler sur le suivi, le lien, essayer de... Mais est-ce que accompagner à la main quelqu'un à une activité, c'est bien après derrière? Enfin, c'est compliqué. C'est vraiment quelque chose qui est compliqué, l'adhésion d'une personne. Mais que ce soit dans le sport comme dans d'autres activités. Il y a pas de... Je pense que vous le voyez tous, que ce soit pour des conférences, que ce soit pour l'assiduité des personnes, c'est toujours un tabou, un problème. Par rechercher, vous entendez, est-ce que vous faites des études par hasard? Parce que je suis en Master 2, un petit stage. Alors on travaille beaucoup avec la recherche. Donc on fait des études, on est très en lien avec le laboratoire Move,
On est en lien avec le laboratoire prismatique du CHU de Poitiers. Je prends plus de master parce que j'en ai déjà, je suis désolé. Mais oui, on est très en lien avec la recherche parce qu'on essaie vraiment de montrer que l'activité physique... nous, on essaie vraiment de faire des conférences de grand public pour essayer de montrer que l'activité physique, ça a des fins de santé, c'est bénéfique. D'essayer de montrer que tout le monde peut faire de l'activité physique. Parce qu'en fait, Nathalie en a parlé très brièvement tout à l'heure, mais juste de faire la différence entre le sport et l'activité physique, mais c'est tellement important. Enfin, je pense que vous ne vous rendez pas compte, dans la tête des Français, le mot sport, ce que ça induit. Parce que moi, je suis sportif, donc ça induit quelque chose de bénéfique. Mais si je parle, par exemple, à ma mère ou à ma grand-mère de sport, je ne suis pas sûr qu'on ait les mêmes représentations. Donc juste cette représentation-là entre activité physique, sport, expliquer la sédentarité, expliquer le temps d'écran, nous, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire. Et c'est vraiment hyper, hyper important. Parce qu'il y a vraiment une décroissance et un taux qui augmente très sévèrement. Et juste expliquer, par exemple, que être sédentaire, par exemple, moi, qui fais un métier hyper tertiaire, je suis sédentaire toute la journée, mais je fais mon activité le soir. Et ça compense pas. C'est-à-dire que même si je fais 3 heures d'activité le soir et que je suis sédentaire pendant 7 heures, je vais avoir les effets de la sédentarité dans 10, 15, 20 ans. Les effets à long terme, ils y seront. Et ça, c'est faire comprendre ça aux Français et faire comprendre ça à la population, que juste de bouger 30 minutes par jour, c'est des grands spots à la télé, vous voyez, ça commence à venir, et que ça peut améliorer votre condition physique, votre santé générale, etc. Comme les 10 000 pas par jour que vous avez tous entendu parler, qui est une grosse fake news, et que je peux vous dire parce que j'en parle tout le temps. Les recommandations, c'est 30 minutes d'activité physique, c'est pas 10 000 pas par jour. Juste pour la petite anecdote, les 10 000 pas par jour, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais ça a été instauré lors des JO de Tokyo en 1964, parce que le plus gros sponsor principal, c'était une entreprise de podomètres. Et leur slogan publicitaire, c'était « Faites les 10 000 pas par jour ». Et donc, c'est resté dans la tête mondiale. C'est bien mondial parce qu'au Canada, on en parle aussi. Aux États-Unis, on en parle aussi. Et c'est resté. Mais c'est des choses, par exemple, 10 000 pas par jour, c'est 8,5 km, à peu près, en fonction des personnes. On est entre 8 et 9. 8,5 km. Je ne suis pas sûr que dans la salle, il y a beaucoup de personnes qui font 8,5 km. Et il y en a qui sont en très bonne santé. On est plus à 6 000 pas, par exemple, en termes de recommandations. Donc vous voyez, c'est plein de petites choses qu'on essaye, nous, d'essayer de faire comprendre aux usagers. Et c'est vraiment dans cette démarche-là qu'on essaye vraiment de faire ces conférences. Je vois que Samuel, tu as le micro dans les mains si tu avais une question. Oui, je reviens avec la même question. C'est-à-dire qu'on a les données statistiques des personnes qui entrent dans le processus, qui bénéficient du temps de gratuité de l'activité. Mais est-ce qu'on a les données pour la suite? C'est-à-dire qu'une fois que les personnes sont lâchées, donc effectivement depuis 4 ans PEPS, mais au préalable il y avait Presqu'IMO, est-ce que finalement c'est quelque chose qui permet juste d'occuper les gens pendant quelques mois, ou est-ce que ça a réellement un impact? Alors il n'y a pas que de la gratuité, hein. Là on est tombé sur juste un... Mais oui, il y a un impact. Il y a un impact pour 60% des personnes qui sont rentrées dans le dispositif qui restent à plus d'1 an et demi, 2 ans. On sait qu'à 2 ans, ils sont encore dans le dispositif, 60%, ce qui est énorme. Hein, dans un dispositif comme un dispositif en santé publique, c'est quand même une part qui est très importante, que ce soit en Nouvelle-Aquitaine. Là, on attend sur les derniers chiffres qu'on aura en décembre, là, enfin début janvier. Mais je pense qu'on sera sur les mêmes, et j'espère qu'on sera sur les mêmes données, parce que sinon, c'est un dispositif qui est de santé publique et gouvernementale. Si on n'a pas de données probantes à côté, c'est un dispositif qui quand même a des subventions publiques et qui peut s'arrêter du jour au lendemain. Ouais, on était à 60% en 2022, donc j'espère qu'on sera un peu plus... je croise les doigts. Il y avait une question au fond, et après, oui. Ouais. J'avais une petite question là, parce que donc, du coup, là, depuis le début de la conférence, on parle beaucoup des publics spécifiques, donc les personnes âgées, femmes enceintes, femmes ménopausées, les personnes en surpoids, etc. Mais on parle aussi beaucoup de prévention et d'éducation à l'activité physique. Et du coup, pour passer par cette prévention, il y a aussi toute cette partie de la population qui est en bonne santé, les jeunes, etc., les personnes en activité. Quelles actions sont mises en place dessus pour les sensibiliser, et comment nous, associations sportives, on peut avoir un impact plus significatif, et en particulier sur ce public féminin,
pour aller chercher, parce que le domaine scolaire est quand même assez fermé, pour aller chercher les jeunes sur les temps libres, les temps de loisirs, c'est aussi compliqué. Donc c'était pour savoir aussi si vous avez des pistes de réflexion sur ce domaine-là. Alors oui, il y en a deux. Alors déjà, juste pour vous expliquer, sur la prévention, on parle de prévention primaire, donc avant que les pathologies arrivent, donc faire de l'éducation. On est vraiment les parents pauvres en France. C'est-à-dire que nous, ça commence à venir, mais ça n'existe pas. Et si vous voyez notre système de santé, par exemple, c'est que de la prévention secondaire et de la prévention tertiaire. Ça veut dire que la CPAM vous rembourse une action quand vous avez eu votre blessure. Mais il n'y a pas eu avant la prévention. Ça commence à venir, vous voyez des spots à la télé, comme les spots pour la sécurité routière, par exemple, où ça, c'est de la prévention primaire. Et ben, ça commence à venir sur les 30 minutes de bouger, comme ça a été 30 minutes bouge. Ça commence à venir, mais ça, la prévention, on est parents pauvres. On essaye d'en faire, mais c'est vraiment... Et on sait que ça a un impact, mais ça a un impact à long terme. Et donc, c'est compliqué pour les pouvoirs publics de mettre de l'argent sur quelque chose qui va avoir un intérêt dans 10, 15, 20 ans. Parce qu'en fait, ce qu'il faut éduquer, c'est les enfants. Mais l'éducation des enfants, nous, on le voit très bien, parce qu'on travaille aussi sur la nutrition. Et par exemple, sur un petit qui est en obésité, un des deux parents est obèse, à 85%. Donc ça veut dire que si on travaille que sur le petit, il n'y a aucun intérêt. Parce qu'en fait, c'est les parents qui vont faire les courses, c'est les parents qui vont... Et donc, c'est vraiment de prendre en compte en général. Donc c'est à peu près la même chose en activité physique. On n'est pas sur les mêmes taux, mais on commence à être... on n'est pas sur les mêmes taux, mais on commence à y être. Et la prévention, nous, en France, c'est très compliqué. Ça va venir, et j'espère que ça viendra. Parce que nos voisins, par exemple, canadiens, le font très bien. Et ça marche. Donc, on espère. Après, il y a beaucoup de travail à faire en domaine de prévention primaire. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Ce que je vous disais, il y a vraiment les trois composantes. L'OMS, le sport santé, donc j'aime pas trop le mot sport santé, même si mon association s'appelle comme ça, mais bon, c'est comme ça. Ça parle mieux que activité physique santé. Mais il y a trois composantes sur l'OMS, c'est physique, mentale et sociale. Il faut vraiment travailler sur ces trois composantes-là. Juste pour parler après, il y a quand même des choses qui existent. Par exemple, en éducation nationale, il y a les 30 minutes d'AQP, d'activité physique au collège, en école primaire, pardon, qui ont été rajoutées. Ça dépend des écoles, il y a des écoles pilotes, mais ça a été rajouté. Il y a les 2 heures, que je ne me dise pas de bêtises, 2 heures de plus au collège. Pareil. Non, ils y sont encore. Ouais. Ça dépend des collèges. En fait, ça dépend du chef d'établissement du collège, en fonction des profils. Il y a des choses qui existent, ne sont pas uniformes, donc ça parle aussi de l'égalité entre... Mais il y a des choses qui existent. Nous, on a un projet avec l'éducation nationale, là, et l'ARS, qui s'appelle un projet ICAPS. Et en fait, on va essayer de travailler sur tout l'environnement de l'éducation nationale. Donc, c'est entre l'école primaire et le collège, donc le CM2 6e. Et en fait, on va travailler donc, sur les petits. On va travailler aussi sur le corps les professeurs, les secrétaires, tous les agents administratifs. Et on va travailler aussi avec les pouvoirs publics autour. Par exemple, pour les transports actifs, pour les choses comme ça. Donc ça, c'est des dispositifs et des projets qui sont très, très global, on va dire, mais qui demandent beaucoup, beaucoup d'énergie. Parce qu'il y a beaucoup de monde autour de la table et ça met un peu de temps. Mais c'est des choses qui commencent à venir. Merci Thomas. On va passer sur la dernière question avant de... Oui. Est-ce qu'il y a des journées portes ouvertes à l'université dans tout ce qui touche à la recherche parce que je pense qu'il y a des gens qui sont susceptibles d'être intéressés pour avoir un petit peu votre univers de travail, s'imprégner de certaines choses. Alors, il faut demander aux... Et puis, deuxième chose, mais c'est un constat, je vois qu'il y a beaucoup de dames ce soir présentes. C'est bien parce que dans 4 ans, il va falloir aller vers la parité dans tous les comités départementaux, le CDOS, les fédérations, etc. Donc, je vous encourage toutes. Alors, il y aura des disciplines où ça ne va pas poser de problème, je pense, mais il y en aura peut-être d'autres où ce sera moins évident
pour les présidents futurs de former des listes avec 50% de dames et 50% d'hommes. Ce sera pour la transition d'après, mais juste pour répondre, est-ce qu'il y a des journées portes ouvertes sur l'université ? Là, en fait, à l'occasion de la fête de la science, souvent, il y a des laboratoires qui ouvrent leurs portes pour faire découvrir leur activité de recherche. Et puis sinon, la meilleure façon de découvrir notre activité de recherche, en tout cas au laboratoire Move, c'est de participer à nos études. Donc là, vous pouvez aller sur le site internet du laboratoire et il y a toutes les études, enfin quelques études qui sont listées et auxquelles vous pouvez participer voilà, en fonction de votre sexe, votre tranche d'âge, etc. Voilà. Vous pouvez être éligible pour certaines de nos études. Merci pour la réponse. Merci Thomas pour toute cette présentation et ces réponses aux questions. Et sans plus attendre, on va pas refaire de pause active, même si je vois que vous avez envie d'en faire une. On va enchaîner tout de suite avec Fabienne. Donc bienvenue au micro. Je vais t'en donner un et je vais te laisser nous présenter le dernière présentation de la soirée. Bonsoir, donc moi c'est Fabienne Abriou, je suis invitée ici parce que je suis au comité directeur du GDOS, mais aussi vice-présidente de la Fédération de canoë-kayak et sport de pagaie, et notamment en charge de la féminisation, travail sur la fédération. Voilà. Large travaux qui permettent aussi notre fédération d'avoir la parité, puisqu'elle est déjà obligatoire sur les nouvelles élections, au niveau parité au niveau fédéral et au niveau des comités régionaux. Je te laisse continuer un petit peu à nous expliquer, si tu veux nous faire part de toi, ton parcours. Alors, mon parcours. Et moi, j'ai commencé très tard la compétition. J'ai commencé très tard aussi le sport, parce que j'avais 13-14 ans. Donc, autant dire que c'est tard, presque tard. Mais j'ai découvert la compétition un petit peu plus tard. Donc, j'ai plutôt été... on dit partenaire d'entraînement de sportifs de haut niveau. On m'appelait déjà mamie à 25 ans, donc voilà, j'avais mon statut. Mais c'était pour et découvrir en fait les difficultés que vont rencontrer certaines filles, parce que moi je me suis posé la question par rapport au cycle, par rapport à plein de choses, de s'apercevoir que, alors ça date un petit peu, d'une vingtaine d'années, mais c'est les entraîneurs et beaucoup d'entraîneurs et pas d'entraîneurs féminines n'y portent aucune attention. On commence à s'y pencher. On a entendu dans la presse, ça date des derniers JO, je crois une des premières en 2016, je regarde Loïc qui a commencé à dire là j'ai pas été performante parce que j'ai eu mes règles hier soir et ça allait pas quoi. Donc on s'est commencé à s'inquiéter un petit peu là-dessus. Il y a quelques entraîneurs qui commencent à se poser des questions ou à essayer de chercher des informations, mais je me retourne vers la science, mais il y a encore très peu d'informations. Même les fibres musculaires féminines ou des petites choses appliquées vraiment aux pratiques sportives féminines sont très peu. Moi, les seules que j'avais vues quand j'avais recherché un petit peu, c'est dire une femme qui s'entraîne régulièrement, il n'y a aucun problème, les cycles ne changent pas ses performances. Donc c'était vraiment des préoccupations qui sont un petit peu d'actualité. Lors justement de la recherche, quand on a fait un groupe de travail pour travailler sur la féminisation, on a eu beaucoup de cadres féminines en fait et qui nous ont dit nous on a besoin de se retrouver, on a besoin d'avoir un petit WhatsApp en fait pour vraiment échanger sur ces problématiques-là, puisque on n'a pas d'informations ou très peu, donc au moins qu'on puisse s'échanger entre nous des informations ou essayer de trouver des choses et d'aider les athlètes quand elles ont ces problèmes-là entre guillemets ou ces préoccupations-là. Alors, pardon. Du coup, donc toi, dans la discipline que tu pratiquais, est-ce que tu as vu des évolutions là, donc, sur la vingtaine d'années dont tu parles ? Alors, par rapport aux interventions de ce soir, donc, je suis un sport de plein air où on partait à la journée. Il y avait parfois beaucoup de transport, ou si on demandait de faire une pause pipi, on est passé pour une chieuse, pisseuse, tout ce que vous voulez. Donc on se retenait. Faire pipi en plein air, c'est pas toujours facile. Faut essayer de trouver les petits coins et qui n'existent pas forcément toujours. Donc c'est vraiment une préoccupation. On a plusieurs disciplines dans le kayak et on s'aperçoit que souvent les disciplines où il y a des toilettes un peu plus fixes, ou ça dans quelque chose de délimité, on n'est pas en pleine nature, voilà.
il y a un peu plus de féminine tout de même. Donc comme quoi ça peut partir de ce confort-là particulier et peut expliquer certaines fois des pratiques. Et c'est surtout aussi à partir de 18 ans, alors pour d'autres, certainement d'autres, et un peu plus tôt aussi, où on a une baisse de féminine en fait. Alors moi je connais pas trop ta discipline, mais du coup, ce serait la question qu'on pourrait se poser, c'est comment aujourd'hui on pourrait mettre en lumière un petit peu donc les sportives et puis toutes les personnes féminines qui gravitent autour, que ce soit les entraîneurs, les dirigeantes, les bénévoles, les supportrices, enfin tous les staffs qui vont autour là. Alors là, c'est une question un peu pour pour tout le monde, mais voilà, comment est-ce qu'on pourrait réussir à valoriser tout ça? Parce que alors, je fais juste une parenthèse sur à la télé, le nombre de professionnels qu'il y a du coup qui sont diffusés essentiellement aujourd'hui. Enfin, des chiffres que j'avais vus, moi, c'était 95% des sports de haut niveau qui sont diffusés, hormis pendant les Jeux Olympiques et quelques autres compétitions. Mais sinon, le week-end, si vous allumez la télé le soir, c'est rarement le sport féminin qui est mis en avant, alors qu'il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau. Mais voilà, comment est-ce qu'on pourrait valoriser et mettre en avant pourtant toutes ces femmes-là qui pratiquent, qui mettent en œuvre, qui dirigent, etc. Donc c'est une question que je te pose à toi. Je ne sais pas si tu auras ta réponse. Mais... Alors c'est un peu la question qu'on s'est posée quand, donc il y a à peu près 4 ans, quand j'ai pris mes fonctions de vice-présidente, on m'a pris en charge référente féminisation. On m'a dit, allez, il faut que tu fasses le plan de féminisation. Il y avait déjà eu un plan de féminisation qui était assez bien fait, sauf qu'il était, était bien écrit et pas appliqué. Donc on s'est retrouvé un petit groupe, on se dit il nous faut plus de jeunes filles, comme ça peut-être qu'on aura plus de cadres féminines et donc peut-être que ça incitera. Alors on dit oui, mais si on a des plus, on aura plus de dirigeantes. Et très vite on s'est aperçu que il n'y avait pas de solution, c'était pas l'un ou l'autre, il fallait prendre tout dans une globalité. Donc c'est pour ça qu'on a fait ensuite appel au GDOS, intermédiaire Sébastien, qui nous a aidés en fait à faire un groupe de travail et de voir un petit peu quels étaient nos axes qui permettraient justement d'essayer de développer les féminines, la pratique féminine, mais le nombre de dirigeantes aussi, en fait. On a fait un tout. Très vite, on s'est aperçu qu'il y a certes la communication, sensibilisation, parce que souvent de la représentation féminine, alors en plus nous un sport de pagaie où on développe plutôt le haut du corps, et même dans nos images, les hommes c'était très, très musclés, et on représentait les femmes quelquefois de la même façon. Et il y avait le côté un petit peu péjoratif où certaines jeunes filles avaient dit moi j'ai pas envie de me retrouver avec des biceps qui font de la taille de mes mollets ou des choses comme ça. Donc il y avait ce côté-là où quand on leur disait de faire la musculation, et moi la première, toujours refusé en disant je veux pas ressembler à un bibin d'homme, quoi. C'était alors que il est possible de faire la musculation et quelque part c'est pas non plus moche entre guillemets une femme qui peut être musclée. Il faut juste des fois les photos on est montré sur quelque chose qui est très très viril et une femme musclée n'a pas besoin n'est pas forcément virile. Donc c'est sur ces représentations là aussi qu'il faut travailler. Et on s'est très vite aperçu aussi qu'un des éléments qui était important c'était l'accueil et le discours que l'on donne, que l'on fait. Je ne sais pas si mesdames vous avez été sportives, mais c'est sûr, surtout une certaine génération où on a forcément eu des réflexions de la façon dont on se déplaçait, la façon dont on pratiquait, qu'on n'est pas faite pour ça, qu'on va moins vite. Ou moi je dis toujours c'est au niveau sécurité. On m'a dit que j'étais toujours nulle en sécurité parce que je ne savais pas prendre 2 pagaies dans mes mains. Mais j'ai des petites mains et je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Donc c'est des choses comme ça qu'on entend, on se dit ou un bateau qui fait 30 kilos, moi j'ai du mal à le porter. C'est ces petites choses. Et se dire que il y a cet accueil-là, de dire que c'est pas forcément rédhibitoire, qu'on peut quand même faire une pratique d'activité. Donc c'est sur l'accueil que l'on peut faire. Et de voir que la mixité est importante aussi dans les clubs. On est un sport où ça peut faire peur, donc des fois plutôt les cadres masculins ont plutôt tendance à rassurer, mais l'écoute, l'accompagnement et puis les problèmes purement féminins, il est important d'avoir aussi des cadres féminines qui puissent accompagner. Il n'y a pas forcément de recette miracle, mais on s'aperçoit que finalement c'est un tout, et c'est vraiment dans la communication par l'image, la communication pour montrer ce qui est possible, le discours que l'on peut avoir. Je suis à la fédération, on a fait une cellule Stop Violence, on a des réunions à peu près tous les 15 jours.
tous les 15 jours, on a des soucis de stop violence, donc de violences faites aux femmes, ou aussi, mais enfin, c'est 90% de violences faites aux femmes. Et donc la parole se libère, c'est très bien, mais ça veut dire qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'efforts, parce qu'on traite d'histoires parfois de 10 à 15 ans en arrière. Donc oui, donc comme tu dis, la communication, l'échange, et puis ça prend du temps, mais je pense que dans d'autres disciplines que vous connaissez, ça doit être, j'espère en tout cas, les mêmes démarches qui sont entreprises. Et aujourd'hui, alors je connais pas tous les sports qui existent, mais il y en a plusieurs où il y a quand même de la mixité qui est mise en place sur la pratique. Je sais pas si vous en avez en tête, mais le triathlon pendant les Jeux Olympiques, par exemple, il y avait l'équitation, la natation, voilà, avec des relais qui sont mis en place, tous les sports de raquettes en double mix, etc. Le tchoukball, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais où du coup on est obligé d'avoir des garçons et des filles sur le terrain pour ne pas être pénalisés. Donc voilà, ça c'est des choses qui, malgré certaines fois les différences physiques, etc., mais qui peuvent être organisées et qui peuvent permettre à ce que toutes les pratiques ne soient pas forcément genrées et plus pratiquées ou moins pratiquées. Donc je pense que c'est une chose qui peut être encore développée. En faisant attention, parce qu'on avait les paradoxes de la mixité, c'est-à-dire qu'on déchargeait des équipages féminins, enfin de notre côté, parce que c'était des équipages, donc notamment sur l'océan Racing, c'est des pratiques en mer, ils ont mis en place, en fait, il y a les équipages genrés, hommes-femmes, et une après-midi après, c'est les équipages mixtes, de façon à pas... parce que souvent, c'est comme il y a moins de féminines, on prend les féminines et puis on les met dans le bateau mixte, parce que souvent, ça rapporte plus de points aussi. Enfin, une histoire, voilà. Et on empêche les équipages purement féminins. Donc, il faut faire attention aussi à la mixité, parfois, qui a ses travers, en fait. Voilà, mais très bien, j'en apprends toujours sur les différentes disciplines. Est-ce que... je ne sais pas si tu avais fini de nous parler un petit peu de ton expérience, Fabienne, mais est-ce que vous avez des questions à poser par rapport je vois deux mains qui se sont levées. Christine, voilà, tout au fond, et après, juste derrière toi. Merci. C'était pas une question, c'était une réflexion par rapport au sport que vous venez d'évoquer juste avant. En matière de féminisation, il y a quand même un exemple un peu surprenant qu'on a pu observer avec l'équitation et que vous avez comparé au triathlon ou tout un tas d'autres sports. C'est que la féminisation est devenue presque un problème dans le monde de l'équitation, où on se retrouve avec, je crois, sans dire de bêtises, 97 ou 98% de licenciés qui sont des femmes. Et donc on cherche dans l'équitation à essayer de remotiver les hommes. Où sont les hommes ? Et bref, enfin, je pense que ça pourrait être peut-être à étudier un petit peu. Qu'est-ce qui a fait que dans ce domaine-là, les femmes s'installent en force ? Voilà. Est-ce que c'est justement une question de force, une question de physique, une question d'un sport un peu différent que ce qui touche à la musculature et aux représentations masculines traditionnelles. Voilà, là, je lance juste une réflexion, j'ai évidemment pas de réponse. Non, mais alors je suis pas sociologue et j'ai pas étudié la cause. Alors mon fils vient de commencer l'équitation cette année, donc il va remonter les stats, ma fille aussi. Mais voilà, j'ai pas de réponse à apporter. Si je peux me permettre, après, ce que l'on sait, c'est que quand vous avez un groupe de filles, il y a une pratique un petit peu particulière, c'est faire du sport peut faire peur pour les jeunes filles, faire de l'activité physique, ça ne fait moins peur, et en fait, faire une activité qu'une copine, ça aide. Donc s'il y a déjà plein de filles, eh bien forcément, vous allez avoir plus de filles. Et après, on peut s'imaginer la même chose pour les garçons. C'est-à-dire que si vous avez un groupe de garçons, et ben, les garçons vont amener les garçons. En fait, c'est ça. Et juste une petite parenthèse quand même, parce que par rapport aux réflexions qu'on a pu dans la salle, même si il y a beaucoup de pratiquantes en équitation, je rappelle que c'est quand même des hommes qui sont à la fédération. Est-ce que j'avais assisté à la restitution d'une enquête sur les violences sexuelles dans le cadre sportif ? Je sais, c'était pas vous qui l'aviez présenté, madame ? Non, c'était pas vous.
Alors, c'était quelqu'un de l'université, je confonds, mais il y a une enquête qui a été faite avec les étudiants de l'université sur les violences sexistes et sexuelles dans le cadre sportif. Et je voulais savoir si elle avait été publiée, cette enquête, parce que j'avais assisté à la restitution. C'était vraiment très bien et c'était surprenant. Moi, j'avais été très choquée par ça. Mais je ne sais pas si elle a été publiée. Sébastien, tu peux nous en dire deux mots? Tu voulais pas parler ce soir. Donc oui, c'est Émilie Giré qui dans le coup, sur la faculté des sciences des sports, a travaillé avec ses étudiants l'année dernière sur le sujet. Et oui, il me semble qu'il y a eu un article dans Jurisport qui est sorti. Donc normalement, vous pouvez la retrouver avec les données. Et il y a eu un travail qui a été fait avec les étudiants cette année, là, le 14 novembre, justement sur cette thématique de lutte contre les violences aussi, qui a abordé encore cette question des violences sexuelles dans le sport. Il y avait juste une question de Loïc et après on vous donne le micro. Je ne connais pas Loïc. Voilà. Bonsoir. Moi j'ai une question, Fabienne, parce que tu représentes un petit peu les dirigeantes aussi du mouvement sportif. Tu es élue au CDOS, tu as été présidente d'un club, présidente d'un comité, tu es aujourd'hui à la Fédé. Et est-ce que ça, c'est pas le meilleur moyen d'action en fait pour la féminisation, ou en tout cas pour que le mouvement sportif se pose la question de l'intégration et de la place des femmes dans le sport ou l'activité physique? Alors, très bonne question. Merci Loïc. En fait, j'ai été présidente de club à 19 ans. J'étais un peu déjà comme une extraterrestre, en fait, surtout dans une discipline qui était plutôt masculine. Effectivement, après, j'ai quitté le club. On m'a proposé un poste au niveau départemental. J'ai pris, inconsciente. J'ai fait un petit tour. Je suis revenue dans le Poitou. Il manquait quelqu'un à la région. Je l'ai pris, voilà. J'avais envie de plus rien faire. J'avais envie de Et puis on m'a appelé au niveau de la fédération il y a 4 ans pour faire un petit peu. Et très vite, j'ai eu cette casquette de féminisation. Enfin, au moins sans que je sois féministe non plus, mais comme on m'a pu me reprocher, c'est que des reproches dans mon club, c'est de dire c'est pénible, t'affirmes ce que tu penses, quoi. Oui, ça peut m'arriver. Et je pense aussi vraiment que quelquefois les femmes ont... Et c'est ce qui peut m'agacer aussi, c'est que n'osent pas prendre la parole, n'osent pas faire une pratique. Je le dis souvent, mais je fais un petit équipage au niveau de mon club. On appelle les Lady Bird. Bon, voilà, c'est un petit clin d'œil. J'avais dit une fois, allez, les filles, on va aller faire une course toute seule à Paris. On va se faire une petite course. Voilà, il y avait 20 km, c'est une grande manifestation. Et tout de suite, certaines filles ont dit, mais on va pas y arriver. Toute seule, on va pas y arriver. Qui va conduire le camion? Je sais faire, tout le monde sait faire, mais je vais le faire. Qui va monter le bateau? Il y a une vingtaine de vis à monter, je vais pouvoir y arriver. Et qui va barrer? Qui va conduire? Je fais. Donc on a voulu vraiment, enfin moi je tenais à ce qu'on, puis c'était le petit délire d'aller, on va faire les magasins à Paris, on va faire notre petite course. Bon, j'ai réussi à conduire, arrivé, on a commencé à monter les boulons. Bien sûr, des hommes sont venus nous aider, ils savaient très bien faire, donc on les a laissés faire. On avait notre bateau. On a fait notre course, pas facile, voilà, mais on l'a faite. Et en fait, une des filles m'est tombée dans les bras en disant « on a réussi ». On a réussi à faire notre course alors qu'on n'a pas gagné, on est juste arrivé. Et c'était ce côté-là où moi, ça m'a mis encore des frissons en me disant « mais on est loin de la libération de la femme ». Et je pense dans le coup, après, je me suis dit, non, mais là, il y a quand même des choses à faire. Et par rapport à justement le travail que j'ai fait au niveau de la fédération, on s'aperçoit qu'il y a aussi les mêmes problèmes au niveau européen, parce qu'il y a eu participé à des regroupements au niveau international, où c'est les mêmes problématiques, en fait, où quelquefois, il faut crier un petit peu plus fort et pour pouvoir prendre la place. On dit toujours que pour qu'une femme prenne une place de dirigeante, il ne faut pas l'appeler une fois. Un homme va répondre tout de suite oui. Une femme, il faut l'appeler 4, 3, 6 fois peut-être, parce que tout de suite, elle va penser à toutes les conséquences. Elle va dire, voilà, j'ai ça à faire, ça va me prendre du temps, je ne vais pas réussir, je vais pas... Un homme va dire oui, tout de suite. Et après, il va réfléchir. Excusez-moi, messieurs, mais c'est ce qui ressort des études. Voilà. Il y a un livre d'anglo-saxon qui dit les 12 freins qui empêchent une femme de prendre des postes de dirigeante. C'est ça, c'est le fait de ne pas dire oui tout de suite. Il va y avoir
49 avis positifs sur 50, la femme va se focaliser sur celui qui aurait été négatif, alors qu'un homme dit tant pis, il n'est pas d'accord avec moi, moi je fonce. Enfin, c'est vraiment dans les stéréotypes. Et donc c'est de casser un petit peu ça et savoir ce discours-là en disant c'est possible. Et je crois que la meilleure aussi façon d'avoir un peu plus de dirigeantes, c'est que des hommes laissent la place. Si j'ai pu être présidente de club, c'est qu'il y en a un qui m'a dit je pense que toi tu ferais une bonne présidente. Je n'ai jamais fait campagne entre guillemets, on est toujours venu me chercher, c'est toujours l'homme qui était en place qui est venu me chercher en disant je pense que tu pourrais me remplacer. Et tant qu'on aura, il faut s'imaginer aussi que si on veut avoir plus de femmes dirigeantes, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait certains hommes qui laissent leur place. Alors j'ai une deuxième couche à ma question, c'est que au club tu as été remplacé par un homme, au comité tu as été remplacé par un homme, à la Ligue aussi. Au GDOS, on voit qu'on a du mal à féminiser les élus du GDOS. Vous êtes 3 femmes seulement maintenant. Donc les instances se renouvellent. On fait un appel aux femmes et je laisse ma place, moi, au GDOS. Donc voilà, j'aimerais bien être remplacé par une femme. C'est possible. On est toutes. Je redis aussi, il y a plein d'organismes qui font des formations en disant on va former des femmes pour qu'elles prennent des postes de direction. Je pense pas qu'on soit moins compétente. On est tous compétents et même un homme va prendre, comme je vous disais, un poste sûr de lui. Et pas forcément, il sera peut-être pas forcément les compétences, mais comme il entre guillemets se moque. Je suis dans les stéréotypes. Je veux pas, mais il va. Ça va être secondaire en fait la vie des autres. Une femme, quand elle fait des formations, c'est plus pour se rassurer. Et elle a besoin de ses compétences avant de prendre le poste. Alors que la plupart du temps, on apprend en fait en faisant le poste et c'est des meilleures formations. Mais pour une majorité de femmes, elles ont besoin d'abord d'avoir une formation pour les rassurer et ensuite pouvoir prendre les postes. Et c'est compliqué quand on n'est déjà pas très nombreuses. Merci pour cette réponse. Il y avait une dernière question et on s'arrêtera après sur... C'est le monsieur qui était avec l'écharpe bleue à ta gauche. Oui, vous parliez tout à l'heure de la communication. Je vais rebondir sur la communication et les VSS. J'ai participé à 2 grosses réunions au comité régional olympique, puis une fois à la Fédération française de football, puisque je suis issu du foot. En matière de communication, par exemple, dimanche dernier, à Stade 2, l'entraîneur de l'équipe de France féminine, reportage, à la mi-temps d'un match, il dit, avec ses filles, on va leur rentrer dans la gueule en deuxième mi-temps. Il faut faire. C'est extraordinaire qu'on puisse relayer une image comme ça. Je le dis pas en souriant, mais c'est quand même triste. Sur les VSS, il y a un chantier, mais gigantesque. Gigantesque. Et ce qui est très très difficile, on en a parlé la semaine dernière au district, c'est les passerelles, parce qu'on a des gens qui sont condamnés pénalement. On a eu le cas à la Ligue de foot de Nouvelle-Aquitaine, quelqu'un qui avait été condamné pénalement en Vendée avec une licence de simple dirigeant ou d'éducateur, qui ensuite a changé de département, où il a repris une licence de dirigeant et il a continué, entre guillemets, à abuser peut-être, je ne sais pas exactement l'état de sa condamnation. Et alors, on nous a dit, bah oui, mais il y a la carte professionnelle, etc., des éducateurs de sport, mais tout le monde n'a pas la carte professionnelle, puisqu'elle, pour l'avoir, il faut faire la déclaration de... Je ne sais plus comment ça s'appelle, là, pardon. Et puis finalement, on est envahi, mais c'est la société, c'est pas spécifique au football, par des gens qui abusent, qui profitent du milieu sportif et associatif, etc., pour faire des choses qui sont... Et il n'y a pas de lien entre les différentes fédérations encore, c'est ça, enfin, je parle principalement du sport, savoir qu'on peut être condamné pénalement dans le football, mais demain j'arrête de m'occuper du foot, je rentre au club de badminton à côté, si je suis un peu détraqué de la tête, je vais peut-être pouvoir continuer malheureusement à pratiquer des choses que je devrais... qui ne sont pas faciles à être décelées, voilà. Mais quand on a eu les chiffres au comité régional olympique, il y avait 25 disciplines de représentées, il y a un chantier énorme. Si je peux je pense que c'est plus trop le cas, puisqu'il y a un fichier, maintenant il y a une déclaration sur honneur, et normalement, l'informatique aide pas mal aussi. Je peux me permettre juste une petite réflexion qui fait que
Ça vous choque d'avoir des femmes qui ont un discours en disant on va leur rentrer dedans, mais ça vous a pas choqué si c'était des garçons? C'était un homme qui ouais, mais s'adressait à son équipe féminine à la mi-temps d'un match pour dire en deuxième mi-temps on leur rentre dans la gueule. le discours, et quel que soit homme ou femme, en fait, le discours est choquant. Je dirais la même chose si c'était un homme. D'accord. J'ai cru que vous disiez que c'était par rapport aux femmes, c'est pour ça. Merci beaucoup, Fabienne, merci. Et merci à tous d'avoir participé, quelle que soit la façon, à cette soirée. Et du coup, il y aura sans doute d'autres conférences prochainement, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Et puis bonne soirée.